Bonjour à toutes les personnes dans la salle et bonjour à celles qui nous écoutent en ligne. Je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui. Je m'appelle Nadim Tadjine et je suis collaborateur aux démarches participatives à l'OCPM. Et aujourd'hui, nous sommes au Forum des quartiers de l'Est, qui se tient dans le cadre de la consultation publique Réflexion 2050. Alors, l'objectif de cette consultation consiste à réfléchir au prochain plan d'urbanisme et de mobilité à l'horizon 2050, qui va en fait encadrer plusieurs aspects de la vie en ville pour les Montréalaises et Montréalais au cours des 2 prochaines décennies, notamment en termes d'environnement, d'habitation, de déplacement, de commerce et de services, d'espace public ou encore d'équité sociale. Alors, permettez-moi d'abord de vous présenter la commission qui est responsable de la consultation publique Réflexion 2050. Elle est présidée par Madame Marie Lié, qui est accompagnée de messieurs Pierre-Constantin Charles et Jacques Intanossia. Ils sont avec nous aujourd'hui et comme à chaque étape de la démarche de consultation, ils vont s'imprégner de ce qui se dit en vue de produire leur rapport de consultation à l'hiver 2023. Alors, un bref retour sur la démarche en cours. Elle a débuté au mois d'avril et elle va s'étirer jusqu'à la fin du mois d'octobre. L'ensemble des activités qui sont mises en place par le CPM vise d'ailleurs à recueillir les opinions de la plus grande variété de personnes possible. Nous menons également une série d'ateliers auprès des enfants, des adolescents, durant les mois de septembre et d'octobre, et nous réalisons plusieurs activités de consultation en collaboration avec le service de la culture de Montréal. Nous avons également visité presque tous les arrondissements. En fait, je pense qu'on les a tous visités avec nos questionnaires, notamment pour aller à votre rencontre directement sur votre territoire. On a aussi organisé une série de 3 forums. Aujourd'hui, c'est le dernier de ces forums. On a eu les quartiers centraux, on a eu l'Ouest, et aujourd'hui, c'est les arrondissements de l'Est de Montréal qui nous intéressent. Alors, laissez-moi vous parler de la participation. Pour cette consultation Réflexion 2050, plusieurs options vous sont offertes dans le cadre de cette consultation. Vous pouvez notamment formuler des propositions et commenter celles d'autres personnes sur notre plateforme en ligne que vous voyez ici. Vous pouvez répondre à notre questionnaire, tel que celui qui vous est présenté à l'écran en ce moment. Vous pouvez aussi tenir une activité de consultation grâce à la trousse téléchargeable et nous transmettre vos résultats. Notez d'ailleurs que les animateurs de l'ECPM peuvent vous accompagner dans l'animation de ces activités. Et enfin, ne ratez pas la date, vous pouvez déposer une opinion écrite et d'ailleurs présenter une opinion devant la commission lors d'une séance d'audition. La date limite pour s'inscrire au dépôt des auditions, c'est le 6 octobre, dans quelques jours, et la première séance des auditions se tiendra le 11 octobre. Alors, parlons maintenant de l'objet de cette consultation. La vision qui est proposée par la Ville de Montréal se trouve dans un document qui s'intitule « Projet de ville ». C'est ce que vous voyez encore une fois à l'écran. Vous avez aussi des copies papier à l'entrée si vous désirez consulter le document. Aussi disponible sur notre site réflexion2050.ca. Alors, la proposition de vision que formule la Ville de Montréal pour son futur plan d'urbanisme et de mobilité consiste entre autres à devenir carboneutre à l'horizon 2050 pour faire face au changement climatique et à ne laisser personne pour compte dans cette transition. Le projet de ville vise aussi à répondre à une grande question. À quoi voulons-nous que la ville ressemble dans le futur? Alors, avant d'inviter notre premier conférencier à nous rejoindre, j'aimerais vous présenter une courte vidéo qui a été produite par la Ville de Montréal dans le cadre de son futur plan d'urbanisme et de mobilité. C'est à nous de décider dans quelle ville on veut vivre demain. Non, mais c'est vrai. À quoi va ressembler Montréal dans le futur? On entend chaque jour plein de bonnes idées, des pistes d'amélioration, des façons de mieux vivre ensemble. Ça s'en va où, ces idées-là? Qui les recueille et les applique? Moi, je vis à Montréal et je voulais comprendre comment s'organise concrètement le développement de ma ville. Alors, je me suis informée. Le document qui établit les grandes visées à long terme et les actions à faire aujourd'hui, c'est le plan d'urbanisme et de mobilité. Les habitués l'appellent le PUM. Les habitués, ce sont les nombreux intervenants qui l'utilisent comme cadre de référence pour faire évoluer nos milieux de vie. Il tient compte de nos besoins en habitation, transport, santé et sécurité, culture, sport et loisirs. Pour actualiser son plan, la Ville de Montréal fait appel à la population, à nous. Ça veut dire qu'on a l'occasion d'avoir un impact sur l'amélioration de nos quartiers. Dans 30 ans, on prévoit plus de bâtiments éco-énergétiques, plus d'agriculture urbaine, des rues vertes reliées au parc,
des transports collectifs performants et confortables sur l'ensemble du territoire, bref, l'aménagement de l'espace qui va nous permettre de nous épanouir dans nos communautés. Le plan d'urbanisme et de mobilité sert à ça, faire progresser Montréal. Parce que oui, c'est à nous de décider dans quelle ville on veut vivre demain. La Ville de Montréal a un plan pour ça. Et le plan, c'est de vous écouter. C'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Alors, au programme de cet après-midi, on va débuter par une conférence sur la densification en milieu suburbain. On précisera ensuite ce qu'on entend par densification milieu suburbain. Ça ne sera pas moi, ça sera l'invité que je vais vous introduire par la suite. On aura une période de questions. Ensuite, 3 conférenciers qui vont nous présenter des idées pour permettre aux collectivités d'enrichir et de mieux s'approprier leur milieu de vie. On va prendre une petite pause de 15 minutes. Et la deuxième partie de cet après-midi, ça sera des ateliers qui ont lieu dans la salle juste à côté. Alors, veuillez noter aussi que les conférences sont enregistrées, que vous y aurez accès sur notre site internet dans les jours qui vont suivre. Nous avons également une photographe qui se balade parmi vous, qui va prendre des photos de l'événement. Si vous ne désirez pas apparaître sur ces photos, n'hésitez pas à lui laisser savoir. Alors, sans plus attendre, laissez-moi vous introduire notre premier conférencier, Monsieur Jean-Philippe Meloche. Il est directeur de l'école d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal. Il est aussi chercheur principal sur le thème territoire au CIRANO, le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations. Il a publié de nombreux articles et rapports sur les questions de l'aménagement du territoire, du transport urbain et des finances municipales. Il a également travaillé avec les villes de Montréal et de Laval, les ministères des Transports et des Finances du Québec, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. On entend beaucoup parler de densification depuis quelque temps, dans nos forums, dans les vidéos que vous avez peut-être pu suivre en ligne au travers de nos webinaires. Et par densification, en fait, on entend le fait d'intégrer une proportion plus grande de logements, de commerces, de services et d'équipements collectifs que ce qu'on trouve actuellement dans les différents secteurs de la ville. La présentation de M. Meloche va porter sur la densification en milieu suburbain, c'est-à-dire des milieux urbanisés et construits principalement pour les déplacements en automobile, comme on en trouve notamment ici dans l'est de Montréal. Alors, en vue de préparer cette conférence, on a posé à M. Meloche quelques questions, notamment quels sont les enjeux de la densification en milieu suburbain à Montréal, et bien d'autres. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Meloche, et ensuite on va prendre une courte période d'une dizaine de minutes pour les questions. Donc, bonjour. Donc, le titre de ma présentation, « Les enjeux de densification en milieu suburbain à Montréal », a déjà été expliqué. En fait, comme moi, je viens de l'Université de Montréal, mon travail, c'est beaucoup d'enseigner, de diffuser des connaissances. Je vais partir avec une petite démonstration pédagogique sur c'est quoi la densité ou la densification, à quoi ça sert en fait, qu'est-ce qu'on veut dire par densification. Partons de l'idée qu'il existe un point dans l'espace qui serait dit attractif. Habituellement, quand on est en milieu urbain, ce point-là, on l'appelle le centre-ville. Ce n'est pas toujours exactement là où on trouve le centre-ville, mais il existe dans toutes les villes un point central très attractif. Pourquoi est-ce qu'il est attractif? Parce que c'est le point qui maximise ce qu'on pourrait appeler l'accessibilité. C'est assez simple. Si vous êtes un travailleur et vous voulez accéder à l'emploi, vous êtes mieux d'être proche du centre que loin du centre, ça vous donne accès à plus d'emplois. Si vous êtes un employeur, vous voulez attirer des travailleurs, vous êtes mieux d'être plus proche du centre que plus loin du centre, c'est plus facile pour attirer des travailleurs dans votre entreprise. Sachant qu'il y a un point comme ça qui existe dans l'espace, bien évidemment, tout le monde va se dire, bien c'est à peu près là, moi, que je veux me situer, c'est à peu près là que je veux me localiser. Donc, ce fameux point-là dans l'espace finit par valoir très cher. Comme il vaut très cher, les gens se battent pour l'avoir, mais comme ça vaut très cher, il va falloir trouver des mécanismes pour pouvoir occuper cet espace-là tout en payant très cher pour se l'approprier. Et le meilleur mécanisme qu'on va trouver, c'est la mise en commun, c'est-à-dire qu'on va se grouper ensemble, que ce soit pour habiter de manière résidentielle ou pour l'occuper de manière productive, on va dire on va essayer de se grouper ensemble
et d'occuper ces terrains-là le plus densément possible. D'où l'idée que, généralement, dans les centres-villes, on va voir un développement urbain par la densification. Mais tout le monde ne peut pas être sur le même point. L'espace est rare, on va se battre pour les avoir, on va densifier au centre, mais éventuellement, les gens qui veulent accéder à ce centre-là, sans nécessairement y être, vont se localiser en périphérie de ce centre-là et de plus en plus loin en périphérie, ce qui fait qu'éventuellement, il y aura à partir de ce point-là un phénomène d'étalement. La densification et l'étalement, dans le fond, sont les deux mécanismes par lesquels les villes se développent. Si vous n'avez pas un, vous avez l'autre. Si vous n'avez pas l'autre, vous avez un. Généralement, vous avez les deux. Okay? Donc, les villes se développent par étalement et par densification. Plus vous êtes loin du centre, moins vous allez vous battre pour avoir ces terrains-là. Pourquoi? Parce qu'ils donnent accès à moins de choses, tout simplement. Ils sont moins intéressants, ils coûtent moins cher et vous allez les occuper à densité beaucoup plus faible. Donc, l'étalement se fait généralement par des développements à plus basse densité. Vous voyez une belle pyramide ici, un beau triangle. Les villes devraient naturellement avoir une forme qui ressemble à celle-là, c'est-à-dire la forme d'un triangle. Et les moyens de transport dont on dispose vont nous donner un peu la distance jusqu'où on peut étaler les villes. Donc, si on est une ville piétonne, beaucoup moins étalée que si on est une ville basée sur l'automobile qui permet des distances d'étalement beaucoup plus grandes et avec le télétravail, encore plus. Qu'est-ce qui arrive quand les villes ont déjà un développement et que là, on dit, oui, mais il y a de la croissance, il y a des immigrants qui viennent, on a eu des enfants, la population est en croissance, l'activité économique est en croissance, on veut que la ville se développe. Dans un monde idéal, vous allez avoir le triangle qui va grossir. C'est-à-dire que la ville va se développer à la fois par densification et par étalement de manière équilibrée. Et on va voir la ville grossir de façon cohérente. C'est-à-dire qu'au centre, les valeurs vont monter, ce qui va faire en sorte que pour pouvoir occuper les terrains au centre, on va redensifier encore plus par le centre. Et vers les périphéries, on va augmenter l'étalement parce qu'on est plus nombreux, parce qu'on est plus gros, et c'est tout à fait normal qu'une ville plus grosse occupe un plus grand territoire qu'une ville plus petite. Donc, on développe par étalement et par densification. Sauf qu'on a un problème. Vous allez me dire, oui, mais M. Meloche, il y avait déjà des maisons dessinées sur votre dessin. On ne les a quand même pas démolies, j'espère. Je vais vous dire, bien, peut-être quelques-unes, mais effectivement, pas toutes. Parce qu'il y a des rigidités dans le développement, des rigidités de toutes sortes, réglementaires, ou tout simplement parce que le propriétaire d'un terrain occupe son terrain depuis plusieurs années d'une certaine façon et que lui, peu importe qu'il y ait demande ou pas demande, il s'en fout. C'est comme ça qu'il veut occuper son terrain et il est de plein droit. Ce qui fait que quand on va développer le territoire, il va arriver toutes sortes de choses qui ne vont pas suivre mes lignes. Okay? Donc, vous allez dire, ouais, mais quand on regarde dans ce qui se passe, ça ne suit pas les lignes. Non, effectivement, ça ne suit pas les lignes parce que les opportunités de développement ne sont pas égales. On ne défait pas la ville à chaque jour pour la refaire. On refait la ville sur elle-même avec les contraintes qui nous sont imposées. Et qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Bien, on va avoir des espaces de surdensification, c'est-à-dire une densification beaucoup plus intense que ce qu'on aurait pu s'attendre étant donné la demande. Puis là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que vous avez énormément d'espaces de sous-densification. Des espaces qu'on ne veut pas développer parce qu'on a bloqué par réglementation, parce que les citoyens qui sont là n'en veulent pas, parce que les propriétaires des terrains ne veulent pas transformer leur terrain. Donc, vous vous trouvez avec une ville qui, quand elle est en croissance, ne se densifie pas au rythme de la croissance, va créer des trous. Et pour combler ces trous-là, bien, quand on a le droit de densifier, croyez-moi, on y va allègrement. Alors là, j'ai fait une belle grande tour de centre-ville. Là, comprenez que pourquoi les tours au centre-ville sont si hautes? Bien, parce que partout ailleurs, on ne peut pas les construire. Donc, on a compacté le développement des tours à bureaux à un seul endroit. C'est soit là ou nulle part. Bien, on met tous les besoins au même endroit. On dit, bien, tant qu'à ça, s'ils nous donnent 210 mètres, on va prendre 210 mètres, on va y aller jusqu'au maximum. Okay? Donc, surdensification de certains lots. J'ai fait exprès de mettre un surdensification en région suburbaine. Pourquoi est-ce qu'on voit apparaître des lots de densification très grandes dans des milieux où on ne s'en attend pas, souvent sur des carrefours d'autoroute? Je vous donnerai un exemple tantôt, mais sur des carrefours d'autoroute, à des endroits qui n'ont aucune centralité. Pourquoi est-ce qu'on voit émerger de la densité à ces endroits-là? Parce qu'on l'a permis. Okay? Parce que partout ailleurs, on ne le permet pas.
Et il y a des gens qui veulent habiter dans des tours à logement, il y a des gens qui aiment ça. Mais on interdit ces tours-là d'apparaître sur la plupart des endroits sur le territoire. Donc, quand on le permet, boum, ça apparaît. Mais c'est souvent pas nécessairement à l'endroit où on aurait voulu l'avoir. Donc, ma fameuse tour ici à l'extrême gauche de mon graphique aurait dû être plus proche du centre, mais on l'interdit, est allé pousser un petit peu plus à l'extérieur. On a ces phénomènes-là. Et ce qu'on a par la sous-densification aussi, par la réglementation du territoire qui empêche la ville de bouger, bien, éventuellement, on se retrouve aussi avec ce que j'ai à l'extrême droite de mon graphique, un étalement excessif. On va étaler beaucoup plus loin. Pourquoi? Bien, parce qu'on ne peut pas construire dans le centre. Donc, on va étaler des projets vers la périphérie qui auraient dû avoir lieu au centre, mais qu'on n'a pas pu construire. Donc, on les envoie de plus en plus loin. Et on se retrouve dans une ville qui va croître par surdensification, par étalement excessif. Pourquoi? Parce qu'il y a des morceaux qui sont figés un peu partout, où on aura de la sous-densification. Et tout ça, c'est le même phénomène qui est tout interrelié. Bon, mais pourquoi, dans le fond, on en veut de la densification? C'est-tu si nécessaire que ça, après tout? J'ai listé ici les bénéfices et les coûts de la densification. Okay? La densification, ça sert à quoi? Dans les bénéfices qui sont notés là, le premier, c'est meilleur accès au logement. Là, il y en a qui vont me dire, oui, mais quand on construit une tour à condo luxueux à haute densité, ça ne permet pas aux gens de mieux acheter des logements. Bien, je vous dirais que oui. Oui, quand même. Okay? Parce que quand on construit à haute densité, le premier intrant dans la construction de logements, le premier intrant, c'est le sol, c'est le terrain. Si vous n'optimisez pas l'utilisation du sol, ça vous en prend plus. Ça vous coûte plus cher en sol. Donc, même si vous faites une tour à condo de luxe qui ne s'adresse qu'aux gens très riches, le fait que vous n'ayez pas construit une centaine de châteaux de banlieue, puis que vous ayez tout concentré ça dans une tour, vous allez libérer énormément d'espace pour pouvoir développer d'autres types d'habitations, ce qui se répercute sur l'ensemble de votre développement immobilier dans toute votre ville. Si vous interdisez la densification, peu importe le type de densification, bien, vous allez avoir comme conséquence que vous n'avez pas un meilleur accès au logement. Vous allez restreindre l'accès au logement d'une certaine façon. Meilleure mobilité ou mobilité plus durable. Et là, il va falloir faire attention, tantôt je vais revenir là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on densifie qu'on va nécessairement améliorer la mobilité durable. Cela dit, si vous voulez améliorer la mobilité durable, vous n'y arriverez pas si vous ne faites pas de densification. Okay? Donc, c'est une relation qui ne fonctionne pas dans les deux sens. Mais généralement, pour être capable d'avoir des transports en commun qui fonctionnent, pour être capable d'avoir une partie de sa vie où on peut se déplacer à pied, répondre à des besoins, accéder à des emplois, ou en autre mode de transport actif, bien, ça prend une densité pour être capable de faire ça. Donc, plus les lieux sont densément peuplés, bien, plus la mobilité généralement est durable et inversement. Okay? C'est ce qu'on observe, mais ce n'est pas une relation, je vous dirais, toujours vérifiée. Je reviens là-dessus tantôt. Baisse des coûts énergétiques. On habite au Québec, il fait froid en hiver. Okay? Il faut chauffer les logements. Chauffer une maison individuelle détachée, ça coûte plus cher que chauffer des logements qui sont adjacents. Pourquoi? Parce qu'il y a des échanges de chaleur entre les logements qui sont adjacents. Donc, on fait baisser les gaz à effet de serre, on fait baisser les factures d'énergie quand on fait ça. Stimule les échanges. Bon, c'est un peu compliqué à comprendre, mais on est capable de montrer que les milieux de production qui sont plus denses sont aussi plus productifs. Ça a un lien avec le type d'activité qu'on concentre dans l'espace, mais ça a aussi un lien avec les interactions sociales, la capacité d'innover. Donc, généralement, les grandes villes productives dans lesquelles vous avez des entreprises très innovantes, des universités, des échanges de savoir, c'est des lieux à haute densité. Okay? Dans les lieux à plus basse densité, c'est moins vrai. C'est sûr qu'avec le télétravail aujourd'hui, toute la technologie, on a l'impression qu'on peut être en très grande proximité sans l'être dans l'espace. Ça change un peu la donne, mais c'est quand même des choses qu'on observait jusqu'à aujourd'hui. Et réduire la consommation d'espace. Je reviens sur ce que j'ai dit tantôt pour l'accès au logement. Si vous voulez préserver des espaces naturels, vous assurez que les écosystèmes qui sont encore pas trop maganés dans les villes puissent fournir des services écosystémiques à votre ensemble de population, puis vous soyez capable de verdir comme il faut une ville. Bien, plus vous allez utiliser l'espace de manière efficiente, plus vous allez être capable de préserver des espaces naturels par ailleurs. Donc, réduire la consommation d'espace, c'est un avantage que donne la densification. Il n'y a pas que du beau dans la densification, soyons honnêtes. Il y a des coûts qui sont associés à ça. J'en ai mis 2 qui sont là, mais c'est les 2 principaux qu'on va revoir tout le temps. Le premier, les effets visuels. Dans les effets visuels, on a les effets d'ombrage, c'est-à-dire que si vous avez accès au soleil et qu'on met un bâtiment à haute densité à côté de chez vous, c'est possible que vous ne voyez plus jamais le soleil. C'est une perte de jouissance.
Si vous avez une vue sur un plan d'eau, vous avez une vue sur une montagne, une vue sur un parc, puis qu'on vient mettre une barrière de bâtiment devant chez vous, vous avez une perte de jouissance de votre lieu. Donc, oui, quand on met de la densité en place, ça cause des externalités, on dit des effets négatifs sur les voisinages. L'autre, c'est l'accroissement de la congestion. Plus vous êtes nombreux à habiter un lieu, plus vous êtes nombreux dans le parc, plus vous allez être nombreux sur les trottoirs, plus vous allez être nombreux dans la piste cyclable, puis plus vous allez être nombreux à vous battre pour essayer de stationner votre voiture sur la rue et à ne pas trouver de stationnement, puis à tourner en rond pendant des heures. Okay? Ça, c'est des effets qui sont liés à la densification. Il faut être capable de gérer ces effets de congestion-là. Je vous invite à réfléchir sur un point important par rapport à ces deux colonnes-là. Les bénéfices sont généralement diffus, captés par des personnes non résidentes des territoires sur lesquels on pourrait faire une consultation publique sur un projet de densification. Accéder au logement quand vous habitez un quartier, ça ne vous intéresse pas. Vous habitez le quartier, donc vous avez accédé au logement. Quand même bien, je vous dirais, on va améliorer l'accès au logement dans votre quartier. Il n'y a aucun résident de quartier qui a un avantage d'avoir un accès au logement meilleur dans son quartier, puisqu'il habite son quartier. Ce sont d'autres personnes qui vont bénéficier de cet avantage-là. La mobilité durable, c'est la même chose. Le principal bénéfice de la mobilité durable, c'est de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre puis d'améliorer les déplacements de l'ensemble de la communauté, donc autrement dit, réduire la congestion sur les artères principales. Quand vous réduisez la congestion sur une artère principale parce que vous avez choisi de prendre le métro, craignez pas, une bonne partie de votre bénéfice, c'est ceux qui sont restés dans leur auto qui l'ont pris. Okay? Donc, c'est un bénéfice qu'on renvoie sur les autres. Coût énergétique, c'est sûr que si c'est votre facture d'hydro, vous êtes content, mais si c'est la diminution des gaz à effet de serre, vous renvoyez ça sur d'autres. Stimule les échanges ou même la conservation des espaces naturels, c'est un bénéfice qui est diffus, qui est parti. Quand vous prenez ma colonne des coûts, là, c'est très différent. Les coûts sont très localisés. Non seulement ils sont très localisés, mais ils sont ressentis essentiellement par les personnes qui occupent déjà les territoires à densifier. Eux ne prennent que les coûts, en fait. Les bénéfices, ils ne les attrapent pas. Les effets visuels, c'est parce que vous habitez déjà le quartier que vous êtes inquiet des effets visuels. Si vous achetez dans le nouveau projet de densification, vous êtes un nouveau résident, vous ne vous apercevez pas qu'il y a des vues qui ont été perdues. C'est parce que vous aviez déjà les vues que vous les avez perdues. Donc, les citoyens actuels des territoires sont ceux qui attrapent les coûts pour les effets visuels et les effets de congestion. Donc, ce n'est pas pour rien, j'ai mis un petit NIMBY en bas, là. Faire de la densification urbaine, c'est excessivement difficile. Pourquoi? Parce que dans n'importe quel quartier où vous essayez d'en faire, les gens qui sont là, ils n'en veulent pas. Et ils ont raison de ne pas en vouloir puisqu'ils absorbent les coûts. Par contre, il y a un ensemble de bénéfices pour l'ensemble de la collectivité, pour les générations futures, en termes d'environnement, en termes d'accès au logement. Mais ces gens-là ne sont pas là, ils ne viendront pas à la consultation que vous allez faire puisqu'ils n'existent pas. Et même si les bénéfices pour l'ensemble de la société surpassent largement les coûts, vous allez toujours vous retrouver à une surreprésentation des personnes qui reçoivent les coûts dans une consultation sur la densification, d'où l'idée que c'est très, très difficile à faire dans un milieu urbain. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de la densité qui fonctionne bien? Tantôt, j'ai parlé, ce n'est pas parce qu'on densifie qu'on a nécessairement une amélioration de la mobilité, mais si on veut une amélioration de la mobilité, il faudra densifier. J'ai décidé de prendre un exemple de densification en milieu suburbain qui n'était pas dans l'est de Montréal pour ne pas pointer personne du doigt. J'ai passé le pont, okay? Je suis allé à Le Gardeur. Je vais vous donner une belle image de Le Gardeur. Ça vous donne une idée de comment on densifie aujourd'hui avec des manières de faire qui ne sont pas particulièrement toutes correctes. Okay? Donc, je vous donne un exemple école ici, qui est le projet Le Gardeur. Vous avez un hôpital au milieu. C'est le point d'ancrage, puis on a fait des bâtiments à plus haute densité que ce qu'on retrouve généralement dans la couronne nord. Okay? Ça, c'est ce que vous voyez en bas de l'image, c'est ce qu'on voit habituellement dans la couronne nord. Puis là, oups, on a vraiment une densification très grande. Et on a fait ça à un endroit qui est quand même, somme toute, un peu particulier. C'est-à-dire que ce que vous avez derrière les bâtiments à haute densité, c'est une autoroute. Donc, on a connecté un endroit à haute densité sur un terrain qui était vacant, à proximité d'un carrefour autoroutier, donc les jonctions des autoroutes 640 et 40 sur la couronne nord. C'est un territoire qui est très accessible en automobile, où il n'y a pas de transport en commun. Donc, on a fait de la densité, oui. On tire des bénéfices de cette densité-là, mais elle ne se transforme pas nécessairement en ce que moi j'appellerais la densification fonctionnelle, c'est-à-dire une densification qui permet de répondre à un plus grand nombre de besoins sans utiliser l'automobile, de manière à utiliser des moyens de transport plus durables que l'automobile,
Dans ce quartier-là, c'est impossible. Il y a des ingrédients à garder en tête quand on développe de la densité pour se dire, est-ce qu'on fait de la densité fonctionnelle ou on fait de la densité juste parce que ça nous est permis de le faire? Dans cet endroit-là, c'était parce que c'était permis. C'est la raison pour laquelle on l'a fait. On n'a pas pensé à un quartier fonctionnel nécessairement. Le premier, c'est la diversité des usages. Au-delà de la densité, il faut que sur les projets de densification, il y ait des usages diversifiés. Ça veut dire qu'on est capable à la fois d'habiter, consommer, travailler, se divertir dans des distances relativement courtes qui se font à pied. Dans mon image ici, il y a de la diversité. Okay? J'ai des quartiers résidentiels, j'ai un hôpital, puis on ne voit pas à droite, là, mais il y a un gros centre commercial à droite. Donc, j'ai du commercial. Le problème, c'est que c'est segmenté. Ce n'est pas mêlé. Il n'y a pas de diversité dans les îlots. C'est des immenses îlots avec un seul usage par îlot. C'est soit qu'on ait un hôpital, c'est soit qu'on ait une zone résidentielle dense, c'est soit qu'on ait une zone résidentielle peu dense, c'est soit qu'on ait un centre commercial. Il n'y a pas de mixité au niveau des îlots. C'est une problématique. Ça fait que la densité est moins fonctionnelle. Le design est aussi important, la compacité. C'est-à-dire que là, ici, mes bâtiments à haute densité sont très loin les uns des autres, entourés de stationnements. J'ai un hôpital au milieu, entouré d'un immense stationnement. Si vous êtes piéton là-dedans, là, il faut que vous traversez des immenses zones de bitume. Ce n'est pas agréable nécessairement à marcher. Donc, il n'y a pas de compacité là-dedans. Puis la marchabilité, ce qu'on appelle marchabilité, qui n'est pas un mot en français, là, mais l'idée, c'est de penser le territoire pour les piétons d'abord et avant tout. Est-ce que c'est agréable de marcher? Est-ce qu'il y a des passages piétons? Est-ce que, généralement, quand vous avez des îlots plus petits, vous avez des commerces sur rue ou vous avez des rues qui ont été verdies avec des infrastructures de transport actifs, bien, vous allez avoir une plus grande facilité d'avoir des déplacements actifs durables, donc, du moins en transport actif, piéton ou vélo. Okay? Donc, ça vous prend un certain design du lieu qui soit réfléchi pour de la mobilité durable. Ce lieu-là, ici, ne l'a pas été. Ensuite, l'idée de l'accessibilité au transport en commun. Si vous avez un quartier dans lequel vous pourriez vous passer d'avoir une voiture, vous dites, moi, dans mon quartier, je suis capable d'aller faire mon épicerie à pied, je suis capable d'aller au dépanneur à pied, je suis capable d'aller à la pharmacie à pied, je suis capable d'aller chez mes amis à pied, ça va bien, mais je ne suis pas capable d'aller travailler à pied, mon emploi est beaucoup trop loin, je ne me rends pas. Est-ce que j'ai accès au transport en commun pour le faire? Si la réponse c'est oui, bien, on peut commencer à réfléchir, à se dire, bien, moi, dans mon ménage, on est un couple, on n'a peut-être pas besoin de 2 voitures. Une seule voiture suffit puisqu'on a un accès au transport en commun puis un accès à des services. Si vous n'avez pas cet accès au transport en commun-là, même si votre quartier est dense, vous allez rester dépendant du transport, de l'automobile, ce qui va obliger ou forcer les bâtiments à être plus distants les uns des autres, à être entourés de stationnement, puis là, votre design commence à avoir un certain enjeu. Donc, en bout de ligne, si on veut penser la densification, il y a 2 questions fondamentales. Puis pour moi, la première est beaucoup plus fondamentale que la deuxième. C'est d'abord, où est-ce qu'on va orienter la densification? Ça va être problématique d'orienter de la densification dans des lieux déjà construits, déjà bâtis. Vous allez avoir des oppositions citoyennes très fortes. Ça ne donne rien d'orienter de la densification de manière trop excentrée autour de carrefours autoroutiers à des endroits qui sont de toute façon très dominés par l'automobile. Il faut rattacher, si possible, au transport en commun. J'ai bombé des images du document de consultation ici pour mettre dans ma présentation, mais l'image de gauche, en fait, c'est une carte des propositions d'amélioration de la mobilité sur l'île de Montréal et des zones d'emploi. Ce que vous avez en mauve, c'est des quartiers essentiellement industriels de l'est de l'île de Montréal. Plusieurs de ces quartiers-là sont en dévitalisation, du moins leur économie n'est pas particulièrement dynamique. Vous avez là-dedans énormément de stationnements, des terrains bitumés et pas beaucoup de citoyens pour s'opposer à ce que vous allez faire. Il y a probablement là des opportunités à certains endroits de redynamisation urbaine par la résidentialisation du territoire, donc de créer des territoires plus diversifiés axés sur le développement résidentiel. Et on va développer des nouveaux axes de transport. Prolongement de la ligne bleue du métro, c'est une opportunité très forte de densification du territoire. Le non-REM de l'Est aussi est une non-opportunité, mais une opportunité éventuelle s'il y a un autre projet qui revoit le jour de manière réfléchie et que la population y adhère.
Il y a là aussi une opportunité de redensification du territoire le long de ces axes-là pour connecter la densification au grand réseau de transport en commun. Donc, c'est là que sont les opportunités éventuelles. Et l'image de droite, c'est pour vous dire que vous avez vraiment toutes les explications de ce que moi je viens de vous dire dans le cahier de propositions, de réflexion de la Ville de Montréal sur le plan d'urbanisme et de mobilité. Vous avez les concepts que moi j'ai mis là, c'est-à-dire, oui, la densité, mais au-delà de la densité, ça prend une certaine diversité d'activités sur le territoire pour que les gens puissent marcher du travail à la maison ou marcher des commerces à la maison, qu'il y ait une plus grande probabilité que des gens puissent à la fois habiter, travailler, consommer, se divertir sur un territoire qui est accessible à pied. Donc, il faut créer des quartiers complets dans la densité, mais attacher ces quartiers-là autant que possible au transport en commun parce que c'est faux de penser, moi je dis toujours, augmenter la probabilité de pouvoir faire les choses sur le territoire. C'est utopique de penser que les gens vont nécessairement tous habiter où ils travaillent puis consommer et tout ça. Faites juste penser que les gens vivent dans des familles en couple, là, peu importe la formation du couple. De coordonner 2 lieux de travail et 1 lieu résidentiel, c'est quelque chose d'excessivement difficile. Imaginez quand les ménages sont rendus avec 3 ou 4 personnes parce qu'il y a un enfant qui travaille ou parce qu'il y a un ami qui habite à la maison. C'est pas vrai que tout le monde peut tout faire à 15 minutes à pied. Donc, c'est pour ça que attacher ces développements-là au transport en commun, c'est parce qu'il faut penser comment les gens vont entrer et sortir du quartier aussi. Les quartiers ne sont jamais complets. Okay? Même quand on dit quartier complet, là, ça reste partiel. Donc, ça termine ce que moi j'avais à vous dire. Je peux prendre vos questions sur ces éléments-là. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci Jean-Philippe. Je vous inviterai à prendre place sur nos fauteuils confortables pour cette période de questions. Alors, merci aussi d'avoir rendu digeste des concepts tels que la densification et l'étalement urbain un dimanche après-midi. Je trouve que c'est venu me chercher. Alors, j'aimerais maintenant passer à la période de questions et vous rappeler quelques consignes. Tout d'abord, on vous demanderait de bien vouloir vous nommer ou de vous identifier si vous représentez un groupe ou une organisation, ici, devant les micros. On va tenter de respecter, en fait, on va la respecter, l'alternance homme-femme dans les tours de micro. Je vous inviterai également à être concis sur vos questions et sur vos introductions. Je comprends qu'il n'y a pas de questions sans brève introduction, mais la période des opinions commence le 11 octobre. Aujourd'hui, on pose des questions. Et je pense que je n'ai pas d'autres consignes à vous rappeler. Je vous inviterai à poser toutes vos questions. On a une dizaine de minutes devant nous. En attendant, j'aurais peut-être une première question. Comment est-ce que la ville de Montréal est capable de proposer une densification que vous appelez fonctionnelle, tout en réussissant à engager cette transition écologique et cette carboneutralité? Oh, c'est moi qui fais ça? Bien, en fait, les deux sont non seulement cohérents ensemble, mais sont indissociables, selon moi. C'est-à-dire que si vous faites de la densité non fonctionnelle, vous n'allez jamais atteindre les objectifs de carboneutralité. Un des objectifs derrière la densification, c'est la réduction de l'utilisation de l'automobile. On a créé un univers dans lequel on est dépendant de l'automobile partout en Amérique du Nord. C'est peut-être même un petit peu moins pire à Montréal qu'ailleurs, mais on est loin d'être des champions. Et du moment où on crée ces univers-là, ils sont très, très difficiles à défaire. C'est très difficile, moi je dis toujours, c'est très difficile de remettre le dentifrice dans le tube, là. On a créé une ville pour les automobiles, puis on veut l'humaniser, c'est-à-dire faire une ville pour les humains. Et c'est très difficile de défaire la ville des automobiles. Et la densification, c'est un des outils dont on dispose pour y arriver, c'est-à-dire que si les distances sont trop longues dans les déplacements, il ne faut pas nier le fait qu'au Québec, on a un hiver rigoureux. Le vélo est un outil magnifique de déplacement actif, mais en hiver, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à faire les sacrifices nécessaires pour faire du vélo. Donc, on n'a vraiment pas beaucoup d'outils, mais la densification, c'est un de ces outils-là
qui rend les déplacements à pied plus utiles dans l'ensemble de la vie, ce qui n'élimine pas complètement l'automobile. Hein. Quand on dit de réduire la dépendance à l'automobile, c'est de dire j'ai le choix de la prendre ou non. Et dans certaines circonstances, je la prendrai et dans d'autres, je ne la prendrai pas. Et si on réussit à développer ça, on va pouvoir réduire le nombre de véhicules qui sont sur les routes, la quantité de bitume qu'on étale partout pour satisfaire notre consommation d'automobile. Éventuellement, la ville plus durable, c'est une ville où on a beaucoup moins d'automobiles, beaucoup moins de surface de stationnement, beaucoup plus de transports en commun, de transports actifs. Puis éventuellement, si on a des automobiles, bien, idéalement qu'elles soient à carburant ou du moins avec des énergies qui sont renouvelables et qui ne génèrent pas de gaz à effet de serre. Mais de juste penser d'électrifier les transports puis de continuer sur la même trajectoire, c'est utopique. Je veux dire, on n'atteindra aucune cible de développement durable avec ça. Là. Bonjour. Bonjour, mon nom est Ronald Daigneault. J'aimerais savoir s'il existe des stratégies ou des techniques pour améliorer la perception des gens qui demeurent déjà dans des quartiers bâtis où on essaie d'implanter la densification. On a vu tantôt que les avantages sont surtout pour les gens qui vont en profiter, qui s'amènent dans ces complexes-là, et que les gens qui sont déjà en place n'assument que les coûts de ça. Est-ce qu'il existe des études ou des stratégies connues, reconnues, pour faciliter ces transitions-là? Bien, généralement, c'est d'inclure dans les projets de densification une bonification de l'espace public. Si vous n'avez pas ça, c'est là où vous n'avez que des coûts pour les gens qui sont dans ces quartiers-là. Donc, si vous avez... souvent, on va avoir des négociations avec des promoteurs qui vont densifier le long d'une berge, par exemple. Puis on ne va pas vouloir qu'ils densifient le long d'une berge parce qu'ils vont s'approprier un espace de vue et tout. Puis éventuellement, ils vont dire, oui, mais on va se reculer de la berge, on va réaménager une place publique, on va donner accès à la berge à l'ensemble de la population, on va créer un parc et on va densifier. Et là, à ce moment-là, vous avez dans votre projet quelque chose qui profite aux résidents actuels qui n'avaient pas avant, donc vous améliorez leur qualité de vie d'une certaine façon, ce qui fait qu'ils vont plus facilement avaler la pilule pour le reste. Mais comme je vous dis, soyons honnêtes et conscients, la densification, ça profite peu aux résidents actuels, à moins que les projets viennent ajouter une offre commerciale plus diversifiée, des emplois accessibles aux résidents qu'ils n'auraient pas eu par ailleurs, des nouveaux parcs ou des accès à certains espaces publics privilégiés. Si vous créez ça dans le projet, ça va adoucir le fait qu'il y en a qui absorbent par ailleurs des coûts. Si vous faites des projets de type cloche, c'est-à-dire tout retourner vers l'intérieur du projet, là, avec une sorte de mur à l'extérieur, bien là, c'est à peu près certain que les résidents autour vont dire « Nous, on n'a rien à gagner de ça. » OK. Merci. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. M'entends? Oui, on vous entend Okay. bien. Je vous invite à vous identifier. Oui, Yvon Couillard. Moi, je suis citoyen d'Anjou. J'ai vécu plus de 30 ans dans le site Angus. Puis ça, vous n'avez pas beaucoup parlé. Là. Moi, ça me fait peur, la densification. Quand j'ai entendu un peu ce phénomène-là, ça me fait peur, surtout si on laisse aux promoteurs et spéculateurs à décider comment, justement. Vous avez donné l'exemple des berges. Là. Moi, je trouve que ce n'est pas à eux autres à décider. C'est beaucoup plus à la collectivité, donc au gouvernement. Et je pense que ça aussi, il faudrait regarder ce côté-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, la municipalité, de dire voici comment qu'on veut que ça se fasse. Bien sûr, en consultation avec les citoyens. Puis vous n'avez pas parlé beaucoup de la mixité. Parce que dans Angus, il y a une mixité. Il y a des propriétaires, il y a des OSBL, il y a des coopératives, des HLM, il y a des résidences pour personnes âgées. Ça aussi, c'est bénéfique. Parce que, je veux dire, construire pour que des gens de l'extérieur, je ne veux pas dire par là que les gens n'ont pas le droit de choisir un quartier, mais construire seulement pour des gens qui viennent de l'extérieur, sans penser aux gens qui restent déjà, mais il va y avoir un autre phénomène qui va se passer, c'est la gentrification. Et ça, on le voit. Moi, j'ai travaillé dans le Centre-Sud pendant 22 ans. Alors, j'ai vu tout l'aspect condo qui s'est fait.
c'est rendu que des gens, des travailleurs, là, je ne parle pas nécessairement, oui, des gens qui travaillent, qui sont sur l'aide sociale, mais il y a des gens, des travailleurs au salaire minimum et plus, qui se disent, mais j'ai plus mon quartier. Alors, si je comprends bien, la question porte sur qui doit choisir cette densification. Quel type de densification? Voilà. Est-ce que c'est les citoyens? Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est les promoteurs? Parce qu'il faudrait parler aussi de la mixité aussi des logements. Définitivement. Pas juste du privé. Monsieur Mello, est-ce que vous aimez peut-être répondre? Oui, bien, en fait, le plan d'urbanisme et de mobilité, c'est l'outil qui vient intervenir en amont. Les propriétaires, au Canada, on fonctionne avec une loi sur la propriété qui quand même favorise beaucoup les propriétaires. Quand un propriétaire est de plein droit, il fait effectivement ce qu'il veut puisqu'il est de plein droit. Si on veut contraindre ce qu'un propriétaire peut faire, il faut que ce soit dans la réglementation. Et généralement, il faut que ce soit dans la réglementation antérieurement à ce qu'il y ait pu y avoir une conception même du projet. Parce que quand on réduit les possibilités sur un développement d'un promoteur, le promoteur peut se défendre en disant « j'ai une perte de jouissance de mon bien ». Donc, le plan vient créer ce cadre-là qui vient dire au promoteur « bien, voici ce que vous pouvez ou pas faire ». Puis des fois, il y a des contraintes légales importantes, c'est-à-dire que le propriétaire, s'il avait déjà le droit avant qu'on adopte le nouveau plan d'urbanisme, il était déjà de plein droit. Souvent, ça leur donne le droit d'aller de l'avant. Mais faites-vous-en pas, la plupart du temps, les lois sont très contraignantes sur la densité, déjà partout. Donc, il n'y a pas beaucoup d'enjeux de ce côté-là. C'est plus l'inverse, c'est qu'on essaie de donner de l'espace, d'enlever des contraintes à l'heure actuelle. C'est ça qui crée cette problématique-là. Si je reviens juste sur votre idée de gentrification, il faut juste faire attention parce que la gentrification est généralement beaucoup plus sévère dans les endroits où on ne permet pas le développement et qu'on ne densifie pas que dans les endroits où on permet le développement et on densifie. Ce qu'on appelle la gentrification, en réalité, c'est des personnes de revenus plus élevés qui vont s'approprier des logements destinés à des ménages ou historiquement destinés à des ménages de plus faibles revenus. Et ça se fait généralement quand, par exemple, un quartier ouvrier a perdu toutes ses usines, mais finalement, c'est des intellectuels qui rachètent ça, qui travaillent dans des tours à bureaux, avec des salaires beaucoup plus élevés, puis qui font du quartier ouvrier un quartier gentrifié. C'est les phénomènes qu'on va observer. Et dans les quartiers où vous avez absence de construction, c'est-à-dire vous n'avez rien de neuf, vous n'avez rien à offrir, bien, ce qu'on appelle les gentrificateurs, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'approprient l'existant. Et c'est là que les valeurs foncières explosent et c'est là que les quartiers changent de nature. Quand vous construisez juste à côté un quartier nouveau avec des nouveaux logements, généralement, les gentrificateurs s'intéressent moins aux vieux quartiers parce qu'il faut les rénover, il faut les retaper, tout ça, alors qu'ils ont du neuf à côté. Donc, il y a souvent une tendance à penser, parce que si je fais une moyenne, je mets des logements plus luxueux dans un endroit où il n'y en avait pas, je vais dire la moyenne a augmenté. Oui, mais les logements à plus bas prix sont restés à bas prix, c'est parce qu'on en a mis des nouveaux qui valaient cher que la moyenne a changé de place. Dans les endroits où vous ne changez rien puis que la moyenne monte, là, vous pouvez supposer que vous avez de la gentrification parce que vous n'avez rien rajouté de neuf et les valeurs se sont mises à monter beaucoup. Donc, à Montréal, les endroits où on observe la gentrification sont généralement les endroits qui sont plus restrictifs en termes de développement immobilier. Ils vont faire des contraintes et c'est là que la gentrification est la plus sévère. Quand on est plus permissif puis on laisse apparaître un peu n'importe quoi, ça peut être moins joli, mais c'est généralement moins prompt à la gentrification. Merci, M. Meloche. On peut l'applaudir une nouvelle fois. Alors, j'aurais pu discuter avec vous tout l'après-midi de ces notions qui sont au cœur du projet de ville, mais je vais passer la parole à nos 3 prochains panélistes qui vont nous présenter des façons de s'approprier l'espace et d'enrichir nos milieux de vie. Alors, pour ce panel, j'ai le plaisir d'accueillir Josiane Maheu, qui est coordonnatrice de projet pour l'organisme Relais Femmes. Je vous inviterai à me rejoindre en avant. Stanley Février, qui est artiste multidisciplinaire, qui est avec nous à distance, et Marie-Josée Vaillancourt, qui est directrice générale adjointe chez Entremise, une entreprise d'économie sociale et solidaire en aménagement. On peut les applaudir. Beaucoup d'applaudissements aujourd'hui. Un grand merci à vous deux, vous trois, qui êtes parmi nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour cette deuxième partie de conférence, chaque panéliste va nous présenter une dizaine de minutes. Ensuite, on aura une période de questions d'environ une vingtaine de minutes. Vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions à la fin des 3 présentations.
Notre première intervenante dans ce panel, Mme Josiane Maheu, détient une formation en géographie humaine. Depuis 7 ans, elle est coordinatrice de projet pour l'organisme féministe de liaison Relais Femmes. Elle réalise des activités de formation en analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle, connues sous le nom de ADS+, auprès de groupes de femmes, de groupes communautaires, de syndicats, de milieux institutionnels et municipaux à travers le Québec. Elle forme et accompagne des employés et des élus de la ville de Montréal pour que la posture féministe, intersectionnelle, soit intégrée à leurs décisions. Elle a aussi été vice-présidente du Conseil des Montréalaises. Et en préparation de ce panel, on lui a posé une question. Quelles sont les difficultés posées par la ville à l'endroit des femmes sur le plan des activités quotidiennes et de l'appropriation de l'espace? Alors Josiane, je vous invite à me rejoindre pour votre présentation. Bonjour, merci beaucoup pour d'abord le privilège de prendre la parole, de réfléchir avec vous cet après-midi. Donc, comme le disait Nadim, deux questions. D'abord, c'est quoi les obstacles encore bien présents pour les Montréalaises pour qu'il y ait une réelle égalité dans la ville entre les Montréalais et les Montréalaises au niveau des différents volets de vie des citoyens et des citoyennes, mais notamment sur la question des activités quotidiennes, l'appropriation des espaces publics, l'appropriation des sports, des loisirs, des espaces culturels, etc. Donc, je vais juste nommer quelques petites réflexions par rapport à ça et ensuite donner un petit peu plus des pistes ou des idées qu'on pourrait élaborer là, par la suite dans la période de questions, dans les ateliers un petit peu plus tard. Donc, évidemment, il existe encore des discriminations. Je pense que je ne vous apprendrai rien. Il existe encore des discriminations auxquelles les Montréalaises font face. On n'a pas encore atteint l'égalité entre les hommes et les femmes et entre les femmes elles-mêmes. Les femmes, les Montréalaises, ne forment pas un bloc homogène dans le sens où certes, le contexte historique, le contexte de vie, le contexte social et en fait, différents facteurs identitaires, donc le fait que la société nous racise ou pas, l'âge qu'on peut avoir, la situation de handicap qu'on peut vivre ou pas, le statut d'immigration, etc., sont tous des facteurs qui peuvent faire en sorte qu'on va être plus susceptible d'être discriminé par la société, par rapport aux hommes, et les femmes elles-mêmes aussi. C'est une diversité de réalités, de vécus et de besoins dont il faut tenir compte quand on essaie de réfléchir et de se projeter dans qu'est-ce que serait Montréal comme ville féministe, équitable, égalitaire, dans laquelle il n'y aurait plus de discrimination. Donc, comment finalement déconstruire des rapports de pouvoir, comment déconstruire des préjugés, des stéréotypes qui existent encore dans la société actuellement. Quelques exemples dans lesquels ça peut prendre forme, ces discriminations-là. La question des offres de sport et loisirs. Donc, qui a accès aux plateaux sportifs? Pour qui sont faits les services? Qui s'y sent bienvenu? Qui les utilise? Qui les fréquente? Petit exemple très concret, au fil des années, à force de donner des formations, la question des patinoires extérieures revient très, très souvent à Montréal, mais aussi à l'extérieur du Québec. Donc, qui étant moi-même joueuse de hockey depuis 25-30 ans, c'est un sujet qui m'intéresse, mais donc qui utilise le plus souvent les patinoires extérieures, qui ne les utilise pas. On s'est rendu compte, évidemment, que c'était surtout des jeunes garçons, 5, 10, 15 ans, et donc que ça pouvait avoir un impact sur l'utilisation que les jeunes parents avec des enfants en bas âge n'avaient pas nécessairement accès à ce genre de lieu-là, qui est une offre de service municipal. Ça pouvait faire en sorte que certaines personnes plus âgées qui souhaitaient seulement patiner, mais pas nécessairement avoir une rondelle de hockey sur les jambes pendant qu'ils patinent. Donc, plusieurs élus, plusieurs directeurs, directrices de municipalités, de MRC, nous disaient que c'est un réel enjeu duquel il faut réfléchir et tenir compte. Et donc, ça peut être, les pistes d'options sont multiples, mais ça peut être de dire, bien, on va gérer cet espace-là municipal en faisant des horaires, puis en mettant finalement des horaires réservés pour que tout le monde y ait accès, ou ça peut être de dire, bien, on va multiplier les espaces, puis on va faire en sorte qu'il y ait, oui, une patinoire, mais aussi des ronds de glace, aussi d'autres options. Donc, vous voyez un peu l'idée où, si on n'y porte pas attention, on dit, ben oui, l'espace, il est là, le service municipal est là pour tout le monde peut y avoir accès, mais quand on creuse, quand on approfondit, quand on décortique un peu, on peut se rendre compte finalement de qui l'utilise réellement, qui ne l'utilise pas, pourquoi certaines personnes ne se sentent pas légitimes ou n'ont pas accès, ne se sentent pas bienvenues d'utiliser cet espace-là,
Et il y a un rôle, finalement, de la Ville de Montréal et des citoyens et des citoyennes de dire bien, comment on règle, comment on modifie, finalement, ces réalités-là. Même chose sur la question des aménagements des infrastructures urbaines. Comment faire en sorte, donc il existe encore des obstacles pour que ça soit, premièrement, sécuritaire, accessible universellement. La question des infrastructures, des pistes cyclables en est un bel exemple. On sait que plus il y a de pistes cyclables en site propre, plus les femmes vont les utiliser parce que la perception du risque des femmes et des hommes, de par leur socialisation, est différente. Donc, un boulevard dans lequel il n'y aurait pas de piste cyclable va être davantage utilisé par les hommes, alors que les femmes, ce besoin, cette socialisation de se sentir plus en sécurité, vont davantage vont davantage faire de vélo lorsqu'elles vont avoir finalement des pistes cyclables, des espaces sécuritaires et tout. Donc, ça a un réel effet, la façon avec laquelle on va réfléchir, on va aménager les infrastructures, les pistes cyclables, et plus encore, de quelle façon, entre des quartiers, entre des arrondissements aussi, on va s'assurer qu'il y ait une réelle équité par rapport à cette question-là. Dans les quartiers qui sont moins favorisés en termes d'infrastructures, ça peut avoir un impact sur la sécurité des citoyens et des citoyennes, ça peut avoir un impact sur les contraventions que certaines personnes peuvent avoir parce qu'elles n'utilisent pas, elles ne respectent pas le code de la sécurité routière en tant que cyclistes, parce que les infrastructures sont inexistantes. Donc, il y a plusieurs impacts, finalement, discriminatoires qui peuvent exister par rapport à ça. Au niveau des consultations publiques aussi, on a beaucoup discuté de ces questions-là, mais qui a accès aux consultations publiques? Qui s'y sent légitime de prendre la parole? Comment on va aller rejoindre les groupes qu'on ne rejoint pas traditionnellement? Donc, comment se déplacer vers les gens plutôt que d'attendre et de s'attendre à ce que les gens viennent vers nous? Tout l'accès au logement, l'importance de produire des données croisées, des données spécifiques pour toutes les femmes racisées, les femmes racisées en situation de handicap, les femmes plus âgées, etc. Donc, est-ce qu'on connaît réellement les populations de femmes de nos quartiers, de nos arrondissements? Est-ce qu'on sait quelles sont les spécificités dont elles auraient besoin en fonction du plan d'urbanisme de mobilité, d'aménagement qu'on veut avoir? Toute la question de sécurité aussi. Est-ce que les femmes, les Montréalaises, se sentent en sécurité? Est-ce qu'elles le sont? Si elles ne se sentent pas nécessairement en sécurité, comment, avec des principes d'aménagement sécuritaire, on peut faire en sorte que ça soit modifié? Donc, voir et être vu, entendre et être entendu. Il y a différents principes d'aménagement sécuritaire qui peuvent être mis en place pour que ça facilite finalement cette question-là. En termes de posture, je dirais qu'il y a différents éléments quand on veut s'imaginer progresser vers une ville féministe qui est importante, à mon avis, dans une consultation publique ou un événement de vision comme on fait aujourd'hui. Tout le principe du par, pour, avec. Qui prend la parole? Qui a accès? Qui va être entendu? Quelles sont les voix qui seront entendues? Qui est absent du débat, des discussions et pourquoi? Pourquoi on n'a pas réussi à rejoindre une certaine partie de la population des femmes? Donc, écouter, tenir compte des voix que l'on marginalise dans les différents espaces publics, être capable de se remettre en question et de s'améliorer aussi comme ville, comme institution, comme quartier, etc., pour toujours lutter contre les discriminations, les inégalités, et toujours se poser cette question-là de qui n'est pas entendu, qui est absent du débat, qui n'est pas en train de faire valoir ses préoccupations et pour quelles raisons. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas réussi à les rejoindre, on n'a pas réussi à communiquer avec eux, avec elles? Est-ce que c'est des obstacles systémiques qui ne leur permettent pas de se déplacer en termes de transport, etc., etc.? Donc, toujours de creuser quels sont nos angles morts, finalement, quelles voix on ne réussit pas à entendre dans la population. Et c'est un peu ça, une posture féministe, je dirais, intersectionnelle, qui a conscience des rapports de pouvoir qui existent, auxquels font face un certain nombre de femmes, certaines femmes davantage que d'autres, de par leur réalité identitaire et de par les discriminations qu'elles peuvent subir. Quelques idées, je ne sais pas, il me reste quelques minutes. 3 minutes, bon. Une ville féministe, donc, qui serait capable de s'engager en termes d'aménagement puis de réaménagement public, justement en intégrant des principes d'aménagement sécuritaire. Donc, il y a un guide qui a été remis à jour, qui est super intéressant, je pense qu'il peut être inspirant à ce niveau-là. Agir pour améliorer l'accès, la sécurité, le partage de la route. Donc, qui
augmenter l'espace des trottoirs, faire en sorte que ce soit plus accessible, mais accessible pour des poussettes, pour des personnes à mobilité réduite, tout l'aspect sécuritaire, marchabilité dont Jean-Philippe parlait tout à l'heure. Donc, qui, finalement, comment s'assurer que les transports en commun aussi soient suffisants, comment s'assurer que les transports adaptés soient suffisants et à toute heure du jour et même plus tard pour que les personnes qui en ont réellement besoin, ça ne devienne pas finalement un obstacle systémique à leur participation, à leur déplacement, à leur pleine citoyenneté dans la ville. Toute la question de participation paritaire représentative aussi dans les espaces consultatifs, mais aussi dans les espaces décisionnels. C'est une chose d'être consulté, d'être entendu, mais de quelle façon ces voix-là, féministes, ces voix de femmes, vont être autour de la table dans les espaces de décision. Tout le défi de la transition écologique, je pense, est un exemple intéressant dans lequel on réfléchit à un urbanisme, à une mobilité. On sait que les femmes sont souvent défavorisées, donc ça va avoir des impacts. Elles vont être les premières aux loges, en fait, qui vont vivre les changements climatiques parce que souvent, leur situation moins favorisée au niveau socio-économique va faire en sorte que leurs logements vont être moins bien isolés, qu'elles vont avoir plus d'impacts finalement qui vont les toucher directement. Donc, de quelle façon ces réalités-là vont être entendues et réfléchies, tenues en compte dans la transformation socio-écologique que va vivre Montréal, les quartiers de l'Est dans les prochaines années. Qui a accès à la nature, aux parcs, aux berges, aux jardins? Comment s'assurer que l'ensemble de la population des Montréalaises y ait accès? Donc, et pour terminer, je reviens sur d'autres exemples, mais il y en aurait bien d'autres, mais toute la question des espaces de sport et de loisirs. Donc, se questionner sur les ressources qui sont allouées aussi. Est-ce que les ressources pour les différentes activités sont réparties de façon équitable entre citoyens et citoyennes, entre citoyennes de différentes provenances et origines? Est-ce que nos activités municipales rejoignent la population? Toute la question des lieux culturels, les maisons de la culture, les bibliothèques, etc., qui est rejoint par ces activités-là? Qui les fréquente, qui ne les fréquente pas? Et pourquoi les Montréalaises qu'on ne rejoint pas ne le sont pas? Est-ce qu'il existe encore des obstacles au niveau communicationnel, au niveau de liens, de confiance avec certains pans de la population montréalaise? Est-ce qu'il y a des données qui permettent de dresser un portrait finalement de ces réalités-là? Est-ce qu'il y a des obstacles que vivent des mères, par exemple, monoparentales, des femmes que l'on racise, etc.? Donc, creuser, approfondir, avoir des portraits précis et des données de notre population pour savoir quels sont les obstacles et les contraintes que vivent certaines Montréalaises pour avoir accès à certains services municipaux va permettre de changer nos pratiques et de faire en sorte finalement qu'il y en ait de moins en moins d'obstacles et de contraintes pour ces populations-là. Donc, c'est un peu un portrait très rapide et succinct, mais un peu quelques pistes, je dirais, dans les champs de compétences municipales sur lesquels on peut réfléchir, donc à la fois aménagement, urbanisme, à la fois les offres de services, à la fois les enjeux de participation citoyenne et de consultation publique. Donc, une vision féministe, finalement, s'applique à l'ensemble des champs de compétences municipales. C'est transversal et c'est vraiment la posture de comprendre et de décortiquer quelles sont les discriminations et les rapports de pouvoir inégalitaires auxquels font face certaines Montréalaises qui subsistent encore aujourd'hui en 2022. Les documenter, en prendre conscience et trouver des pistes et des solutions pour les déconstruire. C'est un peu ça la vision, je dirais, de féministe que j'avais le goût de vous partager cet après-midi. Donc, voilà. Merci beaucoup, Josiane. Merci de nous partager en fait ce regard féministe et intersectionnel et de nous questionner également sur nos pratiques, mais aussi sur ce que peut faire la ville très concrètement à son échelle, qu'elle municipale. On va revenir dans la période de questions à d'autres opportunités, mais j'aimerais maintenant me connecter sur le Zoom. On a l'habitude, pour nous parler en fait du rôle de l'intégration de l'art dans nos milieux de vie. On a peu abordé la question de l'art et la culture dans nos forums, donc on l'adresse aujourd'hui. Et pour ça, nous avons le plaisir d'accueillir l'artiste Stanley Février. Les œuvres de Stanley attirent l'attention. Bonjour Stanley. Bonjour.
Est-ce que vous nous Si entendez? vous me voyez comme il faut, j'ai enlevé la lumière parce que ça m'a donné la nausée, genre. C'est trop On vous voit fort. bien et on vous entend D'accord. bien. Super. J'étais en train de vous présenter. Est-ce que je peux continuer? Ah, bien sûr. Je vous donnerai la parole juste après. Alors, je disais que les œuvres de Stanley attirent l'attention sur les enjeux identitaires, la violence et les inégalités engendrées par cette dernière, ainsi que le pouvoir dans le monde des arts. Son œuvre a fait l'objet de plusieurs expositions individuelles et collectives au Canada et à l'international, notamment aux États-Unis, en Chine et à Cuba. Chez nous, on a pu voir récemment ces expositions telles que Les Vies possibles, Même Vieux Tintin, Même Vieux Tintin, au Musée d'art contemporain des Laurentides et au Musée des Beaux-Arts de Québec. Et encore Être humain, est-ce un mal absolu, au Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe. Stanley s'est vu décerner plusieurs prix et est actuellement parmi les 5 finalistes pour le prix Sobey pour les arts, la plus haute distinction dans le domaine de l'art contemporain au Canada. Alors, en prévision de cette présentation, on a posé une question à Stanley. En quoi l'art peut-il permettre à une collectivité d'exprimer son identité, de s'approprier un lieu et de le transformer, et d'entreprendre un travail sur le sens et aussi sur les valeurs de ce lieu? Alors Stanley, la parole est à vous pour une dizaine de minutes et je vous inviterai à rester avec nous pour les questions du public par la suite. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. J'aurais aimé être parmi vous, mais malheureusement, des petites contraintes s'imposent. Alors, dans ma démarche artistique, j'essaie de créer des lieux de rencontre. L'art, pour moi, un espace de mobilisation, d'engagement, de prise de position, de transmission, mais surtout un véhicule de changement et de transformation sociale. Alors, comment l'art peut-elle, je reprends la question, en quoi la culture peut-il permettre à une collectivité d'exprimer son identité et sa fierté? Je crois que c'est en créant uniquement des espaces et des lieux d'appartenance permettant aux citoyens et citoyennes de s'accomplir. C'est ce que j'appelle l'espace du devenir. Celui-ci se définit comme un lieu de dialogue, de prise de parole qui mène les citoyens et citoyennes à se repolitiser et affirmer leur propre vécu, dans une prise de conscience du jeu, du nous, de son pouvoir politique, entendu comme un souci de soi et de l'autre. Comment s'approprier d'un lieu et le transformer si on n'a pas d'appartenance à ce lieu, si on ne s'identifie pas à ce lieu? À qui appartient la culture? À qui appartient l'art? Et les espaces publics et culturels. Prenons l'exemple pour le quartier des spectacles, qui est un lieu culturel. Quel public on y trouve? Quelqu'un qui habite à Montréal-Nord ou à Saint-Michel, se serait-il senti bienvenu ou appartenir à cet espace? Et surtout, qui les gère, ces espaces-là? Bien souvent, on parle de culture, mais on oublie que la culture doit être liée avec l'équité. Et qu'est-ce qu'on entend par ce mot? Donc, l'équité, on le définit comme une valeur équitable sans tenir compte de l'orientation ou de l'individu, de la personne. C'est d'essayer d'avoir un partage égal, autant des ressources et matérielles. Donc, face à ce genre de questions, en 2016, vous pouvez mettre maintenant le PowerPoint. J'ai réalisé un projet de médiation culturelle en collaboration avec la ville de Longueuil, avec les jeunes de la Maison de Jonathan. Ce sont des jeunes décrocheurs âgés à peu près de 15 à 17 ans, qui vivent des sentiments d'infériorité, mais surtout de rejet social. Alors, lorsque j'ai rencontré ces jeunes, je leur ai posé la question, comment voyez-vous l'environnement? Quelle est votre contribution face aux enjeux environnementaux? Et ils m'ont tous regardé en me disant, ben oui, on entend parler d'environnement, mais je leur ai dit, vous, quelle est votre implication? Avez-vous entendu parler du 7e continent qui fait un continent de déchets de 3,5 millions de kilomètres? Donc, ils m'ont dit absolument pas. Je leur ai dit, pensez-vous qu'ici, à Longueuil, il y a des déchets un peu partout? Alors, tranquillement, on s'est mis à discuter sur le rapport de consommation et combien
qui pouvaient, eux, par des petits gestes, changer les choses. Alors, on a pris possession d'un territoire qui est le long du fleuve Marie-Victorin. On peut continuer à changer les images, s'il te plaît. Donc, on a été chercher les déchets. On peut passer à la prochaine image. Avec les jeunes, on est parti au parc Marie-Victorin tout le long du fleuve, ramasser les déchets abandonnés par les usagers et on a ramené ces déchets-là en pleine ville, dans le Vieux-Longueuil, pour les utiliser pour créer des sculptures en plâtre et faire une installation. Et les jeunes ont pu, de ces sculptures, de tous ces déchets, s'approprier et d'en faire des vêtements pour faire une série de photos. Donc là, on est en train d'habiller un jeune de tous les résidus. Aussi, l'idée de ce projet, c'était aussi de permettre aux jeunes d'avoir une place, de démontrer leur vision du monde, mais surtout leur rôle social. Comment ils jouent un rôle même en sentant qu'ils sont éloignés de la société, dû à leur posture sociale qui est des jeunes décrocheurs. Vous pouvez continuer à la prochaine image. Et on a installé toutes les sculptures au parc Saint-Charles à Longueuil, qui est en plein cœur du Vieux-Longueuil. Et les usagers du parc se sont mis à se plaindre, à appeler la ville et à dire « Mais pourquoi il y a autant de déchets au parc? » Donc, en ramenant cette réalité au quotidien, que les gens puissent le voir parce que c'est un espace de détente, et en montrant l'impact sur l'environnement qui est directement lié à des espaces de vie, donc les gens pouvaient tout de suite conscientiser de leur action qu'ils faisaient sur le territoire. Et c'est comme ça que les jeunes ont pu voir que leurs gestes avaient un impact social. Donc, vous pouvez continuer à la prochaine image. Donc, quelles ont été les retombées pour les jeunes pour ce projet? C'était de rendre l'art accessible aux jeunes. C'était leur première expérience culturelle parce qu'on a pu plus tard faire une exposition. Vous pouvez continuer à la Maison de la Culture de Longueuil. La prochaine image, s'il vous plaît. Oh. Allô? Ouais. Donc, les jeunes ont pu avoir un contact direct avec la culture. Ils ont pu développer des liens sociaux et surtout lutter contre le sentiment d'échec. Et il y a eu un accomplissement de soi et une prise de conscience sociale. Et à partir de ce projet-là, on a pu penser, lors des prochains vernissages à la Maison de la Culture, d'inviter la Maison des jeunes de Jonathan qui se retrouvait juste de l'autre côté de la rue. Donc, comment on peut ramener donc, les gens isolés de la culture à prendre part? C'est en manifestant un intérêt réel de repenser à notre manière de voir la culture, pas juste au niveau économique. Donc, lorsqu'on regarde les pôles culturels où les investissements se font à Montréal, c'est toujours dans les lieux, dans les grandes surfaces, dans les pôles économiques. Exemple, si je vous dis d'aller marcher sur la rue Saint-Michel, vous pouvez commencer de Jarry jusqu'à Henri Bourassa. Vous allez voir, tout le long de l'espace, il y a une absence, un appauvrissement très profond culturel. Alors, est-ce qu'on pense à ces gens? Alors, comment mettre à contribution la pratique artistique dans la vie montréalaise? Je pense que la ville doit revoir, penser à un plan culturel pour chaque arrondissement selon les besoins de la population et développer de nouveaux acteurs culturels. Donc, il y a une diversité dans les gens qui gèrent la culture, parmi ceux qui prennent les prises de décision. Et là, je vous ouvre une petite anecdote. J'étais dans une rencontre au MAI, qui est le MAI à Montréal, qui est, oh mon Dieu, je l'ai en anglais, interculturel. Je crois que c'est Centre interculturel, en tout cas, quelque chose comme ça. Et c'est un lieu qui représente les artistes de la diversité de tout genre. Et lors de cette rencontre-là, on rencontrait les directeurs ou les dirigeants des maisons de la culture de l'île de Montréal. Et incroyablement, parmi les 27 personnes qui étaient présentes, qui étaient en position de pouvoir, de diffusion, de décideurs, il n'y avait aucune personne de la diversité qui gérait à l'époque
les lieux de diffusion. Donc, ça démontrait tout de suite un décalage ou une espèce d'inconscience parce qu'on venait présenter les maisons de la culture au MIN, qui est un lieu de la diversité, mais il n'y avait aucune personne de la diversité qui était en position de pouvoir parmi les diffuseurs dans les centres. Donc, il faut repenser à la manière qu'on agit, d'arrêter de stigmatiser les groupes sur l'île de Montréal et que chaque section, chaque arrondissement mérite un partage de budget équitable et surtout de penser que l'art et la culture, c'est le moteur, le cœur même d'une ville. Et même si les retombées économiques sont majeures, exemple, de 2000 à 2001, les gouvernements ont investi près de 1,5 milliard de dollars en art et ça a donné des retombées de 26 milliards. Par contre, les bienfaits sociaux, les bienfaits dans la communauté n'ont pas été quantifiés, ce qui est encore plus majeur qu'on ne peut pas avoir. Alors, quels sont les enjeux de diffusion des pratiques auxquelles on fait actuellement les obstacles des artistes? On parle, c'est le manque de lieux pour les pratiques artistiques, encore une fois. C'est le manque de financement de l'art, de la culture, mais surtout les lieux de diffusion qui ne sont pas adaptés ou adéquats, ou les décideurs aussi qui ne reconnaissent pas certaines pratiques. Parce que lorsqu'on parle de l'art québécois ou canadien ou contemporain, on a des idées déjà préconçues faites de qu'est-ce que l'art doit être. Alors que nous sommes un peuple de diverses cultures, de communautés, de pratiques, de pensées de tout genre. Alors, il faut créer des espaces pour recevoir la diversité des pratiques artistiques et d'artistes qui se trouvent sur le territoire. Puis aussi, on pourrait le voir durant les élections, les débats, la culture n'avait pas une place importante. Presque personne n'a parlé, avait fait un plan culturel dans leur débat. Donc, je ne sais pas si mon temps est écoulé, parce que j'entends personne. Hein? Je vous entends bien, Stanley. Est-ce que vous m'entendez? Non, moi, j'entendais personne. C'est un silence radio parce que je parle, puis vu que je ne vous vois pas en ce moment, donc c'est un peu difficile de maintenir la conversation. J'imagine l'exercice devant votre écran. On vous entend bien et tout le monde vous entend avec intérêt. Donc, c'était 10 minutes de présentation et je vais passer la parole à la prochaine conférencière. Et ensuite, vous allez nous entendre puisqu'il y aura une période de questions du public qui est ici présent dans la salle. Alors, je vous remercie pour cette présentation. Je vous remercie aussi de tisser des liens entre toute la question de l'inclusion de l'art et de la culture en lien avec l'aménagement du territoire. J'aimerais maintenant passer la parole à notre dernière invitée. Au début de ce forum, on a parlé de densification en milieu suburbain. Et avec notre prochaine conférencière, Marie-Josée Vaillancourt, nous allons maintenant voir comment on peut densifier grâce à l'occupation transitoire des bâtiments vacants, qui sont relativement nombreux à Montréal. Diplômée en histoire de l'art et en études urbaines, Marie-Josée Vaillancourt a travaillé pour des organisations multiples, tant dans le privé que pour des EBNL. Elle a notamment été chargée de projet pour le développement du corridor écologique d'Arlington, conseillère en urbanisme pour la firme d'experts conseil en culture Art Expert, animatrice en consultation publique à l'Institut du Nouveau Monde, puis conseillère en urbanisme et patrimoine pour la firme Évoque Architecture. Aujourd'hui, Marie-Josée se définit comme une... Marie-Josée est co-directrice d'Entremise, une organisation qui se définit comme mettant l'entrepreneuriat social au cœur de sa mission. Marie-Josée présente son profil diversifié au service de la mission d'Entremise, une start-up en urbanisme qui développe des projets immobiliers dans les espaces vacants au bénéfice de la collectivité. Alors, de la même façon, en préparation de cette présentation, on a posé à Marie-Josée une question. Qu'est-ce que l'occupation transitoire et quelle forme peut-elle prendre, notamment en contexte urbain? J'aimerais inviter Marie-Josée au micro pour une dizaine de minutes avant de prendre la période de questions du public. Je vais peut-être le monter un petit peu. Parfait. Génial. Donc, bonjour tout le monde, enchantée. Je voudrais savoir
pour information, est-ce que c'est possible de lever votre main si vous avez déjà entendu parler de l'occupation transitoire? Oh, quand même. Quand même. OK. Bien, s'il n'y avait pas eu beaucoup de mains levées, puis désolé pour les personnes en ligne, je ne peux pas voir votre réaction. Je vous aurais demandé, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà vu des bâtiments vacants dans la ville de Montréal? Je pense que tout le monde, parfait. Génial. Donc, en fait, c'est ça, comme prémisse de base, je vais juste expliquer que l'occupation transitoire, on peut l'appeler ainsi, mais on peut parler aussi de requalification ou de densification douce dans les bâtiments qui sont vacants. L'objectif, c'est juste de mettre un mot sur l'occupation d'un bâtiment vacant. Puis c'est ça, nous, notre organisation existe depuis 2016, puis oui, on est une entreprise, un OBNL, mais c'est un peu comme Héritage Montréal, on défend la stratégie d'occupation des bâtiments vacants, là, donc c'est à peu près le chapeau que nous avons. Puis c'est ça, dans le fond, avec le petit 10 minutes que j'ai aujourd'hui, je vais vous parler un peu de cette stratégie immobilière qui fonctionne très bien comme proposition là, pour les bonnes idées pour le plan d'urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal, parce comme vous allez le voir, il y a quand même beaucoup de pieds carrés là, sur l'île de Montréal qui seraient potentiellement disponibles pour des projets intéressants. Donc, la fameuse carte. Donc, ici, vous pouvez voir les couleurs, c'est les arrondissements. Donc, c'était un portrait de la vacance immobilière sur l'agglomération ou l'île de Montréal en 2017. C'était des données qui étaient issues du service incendie de la Ville de Montréal, qui ne sont malheureusement pas accessibles et probablement désuètes parce que la donnée sur la vacance est extrêmement difficile et coûteuse à avoir. C'est juste pour vous montrer un peu le portrait là, des possibles pour la requalification, par exemple, de votre arrondissement ou de votre quartier. Puis c'est ça, dans le fond, pour présenter un peu plus les enjeux qui a poussé Entremise à développer principalement son expertise en immobilier, architecture et urbanisme en ciblant les projets vacants, donc pour faire de l'occupation ou de l'urbanisme transitoire. Mais il y a d'autres enjeux aussi. Ici, on a des données qui datent un peu, mais c'est toujours entre 35 ou 40 ou 45 de déchets qu'on peut retrouver dans les sites d'enfouissement qui sont issus de la déconstruction. Donc, ça nous donne une idée sur l'impact écologique du non-réemploi des bâtiments existants que nous avons sur notre belle métropole. Il y a d'autres données aussi qui étaient publiées au niveau le nombre de bâtiments abandonnés, puis surtout, l'image parle d'elle-même, c'est les bâtiments qui sont abandonnés. Donc, les effets néfastes de la vacance, c'est par exemple les incendies dans les quartiers, mais il peut y avoir aussi les graffitis sur les bâtiments, il peut y avoir de la vermine dans les bâtiments. Si on est absent, par exemple, je pensais que j'avais... Si on est absent, par exemple, dans un grand bâtiment comme l'hôpital Royal Victoria, que vous connaissez peut-être au centre-ville, là, qui est sur le Mont-Royal, ça se pourrait qu'à un certain moment dans le bâtiment, il y ait une fuite d'eau, puis là, justement, le bâtiment, c'est une grosse machine, il faut en prendre soin, comme on peut voir ici dans la salle, pour les personnes qui sont en ligne, peut-être que vous ne voyez pas, mais je pense qu'on peut imaginer, vous-même à la maison, s'il y a une fuite d'eau, il faut être réactif. Donc, c'est un peu ça les objectifs d'occuper ce type d'espace-là. Puis c'est ça, dans le fond, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec le processus de développement immobilier plus traditionnel, c'est qu'on est souvent dans l'attente d'un projet parfait. Là, on vous a présenté la Saint-Sulpice, qui était l'ancienne bibliothèque, si je ne me trompe pas, mais sur Saint-Denis, en fait, qui est vacante depuis assez longtemps. Puis je pense que si vous suivez l'actualité, vous avez vu plusieurs ministères et partis politiques présenter des propositions. Puis finalement, son inoccupation était tellement longue que ça va coûter extrêmement cher pour la requalifier. Puis le projet n'est pas encore nécessairement canné, mais c'est juste pour vous donner cette idée que si on planifie un projet immobilier, normalement, on dit que ça va être prêt dans 5 ans, mais ça va être prêt dans 2 ans, mais ça va prendre 5 ans, 10 ans avant que le projet soit finalement vraiment conçu. C'est pour ça que par la suite, je voulais vous expliquer un peu le concept de l'urbanisme et l'occupation transitoire. C'est plutôt de planifier le projet par l'occupation. Si ce bâtiment-là était vidé, à ce moment-là où il est vacant, il y avait déjà des occupations préliminaires ou préalables dans ce bâtiment-là. Alors, pourquoi pas planifier un projet plus permanent ou construit par l'occupation, puis comme ça, on s'assure de préserver ces biens immobiliers. Puis c'est ça, dans le fond, pour finir la boucle sur l'explication de la stratégie de l'urbanisme ou de l'occupation transitoire, dans le fond, c'est un peu dans l'innovation. C'est pour ça que c'est intéressant de partager ça avec vous. Je vous remercie justement de venir écouter ce genre de conférence là, pour vous nourrir dans les réflexions par rapport au plan d'urbanisme et de mobilité.
Mais c'est justement dans ces approches-là, quand on fait ce type de projet-là, il faut essayer de trouver des façons d'analyser différemment, tout en respectant les règles et les lois. Le Code national du bâtiment, notamment, et spécifiquement la partie 10 qui porte sur les bâtiments existants. C'est aussi d'essayer de décortiquer les règlements d'urbanisme. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des règlements d'urbanisme, parce que ça, c'est lié aussi au plan d'urbanisme et de mobilité. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi, avant de faire ma maîtrise en urbanisme, je ne sais pas si j'aurais compris ce qui est écrit dans ces documents-là, puis si j'aurais pu me retrouver dans tout ça. Fait que bref, si jamais ça vous arrive un jour, n'hésitez pas à demander aux urbanistes de vos arrondissements de vous aider dans cette lecture-là. Puis c'est ça, c'est d'essayer de trouver dans ces règlements-là, est-ce qu'il y a une façon de faire pour que cet espace-là soit occupé avec des usages qui sont, avec des nuisances qui sont faibles. T'sais, on ne parle pas d'avoir un bâtiment vacant et d'insérer une boîte de nuit qui va déranger tout le quartier. Non, on parle d'un bâtiment vacant avec peut-être des espaces à bureaux ou des ateliers d'artistes où il n'y aura pas d'émanation toxique. Fait que bref, c'est vraiment des usages légers qui n'auront pas d'impact sur le quartier ou pas d'impact négatif, parce que les impacts positifs, je vais vous les présenter un petit peu plus tard. Puis c'est ça, dans le fond, quand on fait ce genre de projet-là, j'imagine que vous avez déjà peut-être essayé de changer la hauteur de votre clôture dans votre cour arrière, ou peut-être que vous avez voulu installer une installation pour vos neveux, vos nièces dans la cour arrière, mais des fois, ça peut devenir compliqué, le processus administratif, quand on parle avec nos administrations, nos arrondissements, les professionnels et tout ça. Fait que bref, l'occupation transitoire, quand on est entouré avec des professionnels ou des intermédiaires qui sont capables de faire le lien puis de trouver des façons plus faciles de faire ces projets-là, c'est quand même intéressant. Puis, effectivement, le dernier point dans ce volet d'innovation-là, c'est d'essayer de voir comment collaborer avec le service incendie puis la vie des pompiers là, pour l'occupation de ces bâtiments vacants-là. Dans le fond, je me suis dit, pourquoi pas vous présenter 2 exemples inspirants. J'ai pris 2 typologies de bâtiments qui pourraient fonctionner dans les arrondissements de l'Est, donc notamment les bâtiments industriels que je vais vous présenter ici, puis aussi les bâtiments commerciaux, donc les artères commerciales de proximité là, que vous pouvez voir par exemple sur Maurice Duplessis. Donc, puis en contexte suburbain, parce que c'est le contexte aujourd'hui, on n'est pas dans la densité que M. Meloche a présenté là, tout à l'heure. Donc, ici, on a un projet qu'Entremise avait développé en collaboration avec la Ville de Montréal et la Division du patrimoine, ainsi que grâce à un financement là, de la Fondation McConnell, parce que c'était le premier projet qu'on développait, donc c'est un peu c'était de la recherche et développement. Puis là, vous pouvez voir, je ne sais pas pour ceux qui sont peut-être moins familiers, mais c'était dans le quartier de Griffintown, qui était près de peut-être le TS, ou en tout cas, bref, près du centre-ville, mais quand même excentré. Donc ça, c'était un bâtiment public de la ville qui était vacant, comme on peut le voir ici. Puis là, bien, on a les créateurs, fondateurs d'entreprises qui sont des gens issus de l'architecture, de l'urbanisme, du design, de la communication, de la conservation du patrimoine qui ont dit on va essayer de faire quelque chose avec ça. C'est un bâtiment public qui est sous-utilisé. Pourquoi pas essayer de bâtir un projet collectif avec ces pieds carrés-là? Donc là, c'est les expériences en architecture puis en ingénierie là, qui ont été mis à profit. Fait que c'était de questionner en fait là, les analyses existantes pour voir qu'est-ce qu'on est capable de conserver, parce que dans le cadre de ce projet-là, c'était pas possible de l'occuper sur une période plus longue que 2 ans, parce qu'il allait être déconstruit pour faire heureusement du logement social. Donc là, c'était de voir avec la mécanique existante, qu'est-ce qui est possible de faire à moindre coût pour occuper l'espace. Puis parce que c'était un projet qui était un projet de bâtiment public en partenariat aussi avec la Ville, mais là, on avait fait un appel à candidature, fait que c'était tout le processus de consultation là, avec les critères que vous pouvez voir actuellement. Puis les partenaires mentionnés, dont la Maison de l'innovation sociale, l'arrondissement du Sud-Ouest, qui était l'arrondissement qui hébergeait le projet, c'était sur son territoire, le soutien de la Ville, puis la Fondation McConnell. Puis dans le fond, il y a eu une 50aine de candidatures pour occuper l'espace. Puis par la suite, c'est que ça se voulait avec un angle collectif, effectivement. Si vous préférez faire des projets moins collectifs, c'est possible aussi. C'est à peu près la même méthodologie. C'est juste que ça va être moins dans les ateliers ou la co-création, mais c'est possible de proposer des projets là, dans les bâtiments vacants de vos arrondissements. Puis c'est ça, nous, on avait fait un concept de co-gestion puis de co-design. Fait que là, c'était les architectes qui faisaient le transfert de connaissances pour aménager les espaces ensemble. Ça réduit les coûts, ça crée des liens, comme les échanges quand on est dans le centre-ville, qui a été présenté tout à l'heure dans la conférence sur la densité.
Puis dans le fond, vous pouvez voir la densification douce. Donc, on passe d'un espace industriel vacant à un espace industriel complètement occupé, à faible coût. En plus, on avait fait beaucoup d'aménagements avec des matériaux de réemploi. Fait que, bref, ça a été quand même intéressant comme projet. Puis là, vous pouvez voir justement les compétences en architecture mis à profit là, pour occuper ce type d'espace-là. Puis, au final, les impacts que ça a sur le milieu de vie, bien, comme on parlait un peu aussi dans la conférence sur la densification, c'est l'accessibilité, accessibilité au commerce, peut-être à des services ou des emplois. Donc, dans ce projet-là, il y a eu un total de 35 organismes qui étaient des organismes en démarrage, que ce soit des artistes ou des startups avec un volet peut-être plus économique. Mais tout ça pour dire que ça a donné une première occasion pour occuper un espace à ce type d'entreprise-là, sachant que si vous n'avez jamais loué un espace, il y a quand même des choses à faire, un plan d'architecte, c'est les signer, un certificat d'occupation et tout ça. Fait que c'est quand même intéressant d'avoir un organisme intermédiaire ou porteur qui donne accès à ce genre de pied carré-là pour une collectivité. Puis le deuxième projet, qui va peut-être en toucher ici certains, parce que c'est dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, c'était le projet Courtepointe, qui était un hub commercial socio-communautaire. Il a été fait en collaboration avec la Société de développement Angus, là, qui a racheté certaines parties de bâtiments là, sur Notre-Dame, là, au vieux Pointe-aux-Trembles. Puis dans le fond, ça c'était je vais vous en parler plus tard, mais ça c'est... je vais peut-être le lire parce que c'est quand même mignon, mais une courte pointe, ça a une histoire, ça a de la valeur, ça raconte quelque chose. C'est aussi un regroupement de plusieurs éléments distincts qui forment un tout cohérent. Une courte pointe, c'est chaleureux, c'est invitant, c'est tissé, serré. Donc, quand vous voyez ça, une façade colorée comme ça, avec une ambiance ainsi, versus, j'aurais peut-être dû vous montrer la façade avant, qui était complètement beige avec des graffitis vides et tristes. Mais je pense que c'est quand même intéressant d'avoir ce genre de projet-là dans nos quartiers. Puis c'est ça, dans le fond, Courtepointe est un projet collectif. Encore une fois, on avait fait l'appel à candidature. Les occupants qui étaient intéressés, on a mis tous ensemble la main à la pâte. On a redonné de l'amour à cet ancien magasin de sport pour occuper de façon le plus abordable possible l'espace. Puis on a aussi fait des collaborations avec des étudiants en design là, de l'UQAM. Puis c'est ça, dans le fond, quand ça a été terminé, bien, on avait une belle collectivité. Notamment, il y avait un café, il y avait l'éco-quartier, en fait, parce que Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, pour ceux qui le savent, il y a l'éco-quartier qui est un petit peu plus dans le coin Rivière-des-Prairies, pardon. Donc là, on avait un comptoir pour Pointe-aux-Trembles, donc ça donnait une accessibilité, un deuxième espace, en fait, là, à l'éco-quartier. Il y avait deux charmantes femmes qui faisaient du tissage, pardon. Puis aussi, dans le fond, dans le projet, vous pourrez le voir là, dans la prochaine slide, mais il y avait aussi une épicerie zéro déchet. Il y avait aussi un entre-deux parce que c'était un bâtiment vacant, puis on essayait de trouver les gens pour occuper l'espace. Mais pendant ce temps-là, il y a eu le marché de Noël qui s'est déroulé dans le projet. Puis, on a eu la chance d'avoir la visite de Mme Plante dans le projet. Puis, bien, justement, bien, le projet partenarial, bien, il y avait beaucoup d'élus qui étaient impliqués, puis aussi la Société de développement Angus là, qui nous avait accompagnés là-dessus. Mais pourquoi je vous présente ça? C'est juste pour vous montrer que dans ces bâtiments vacants-là, bien, on peut emmener un petit peu de magie si on se met ensemble, puis on veut faire des projets collectifs. Puis c'est ça, dans le fond, là, je vous montrais un peu le lancement là, du projet. Puis c'est pour vous donner une idée, dans le fond, sur l'artère Notre-Dame. Fait que là, on avait un 5000 pieds carrés, là, où vous pouvez voir le café, l'espace collectif, le comptoir d'éco-quartier, la friperie, il y avait une friperie aussi, puis voilà. Puis là, on peut voir justement l'ensemble des organismes là, qui étaient dans ces locaux-là. Il y avait 2 locaux là, qui étaient requalifiés pour ce projet-là. Ah, ici, il y a un petit bug pour la dernière diapositive qui était quand même importante. Ben, en fait, en résumé, par rapport au plan d'urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal, bien, je pense que c'est une bonne stratégie là, que de réfléchir à comment densifier aussi les bâtiments existants. Là, on a présenté des typologies industrielles et commerciales parce que ça touche principalement les bâtiments vacants de l'Est. Si on était au centre-ville, on aurait peut-être parlé de la vacance des bureaux, des espaces à bureaux, là, avec les nouvelles tendances actuelles. Mais tout ça pour dire qu'on pense que c'est un outil qui est quand même intéressant là, et à ne pas sous-estimer, sachant que c'est développé un peu partout aussi, là, à l'international, en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis. Donc,
Voilà. Merci beaucoup, Marie-Josée, de nous parler de transitoire. Alors, l'urbanisme transitoire, c'est aussi un volet qui est présenté dans le projet de ville. Je vous invite à consulter ce que la ville nous donne à voir dans son projet de ville. Et je serais aussi curieux de vous entendre, de t'entendre sur ce que la ville peut faire pour les bâtiments qui lui appartiennent, mais pour ceux qu'elle ne détient pas également lorsqu'on parle de transitoire. Alors, c'est la période des questions. Et je vais vous inviter à nous rejoindre ici au micro en avant, pour donner la possibilité au maximum de personnes de venir s'exprimer. De la même façon que tout à l'heure, je vous inviterai à des interventions qui sont concises, à des questions. Et bien sûr, de vous identifier si vous ne représentez que vous-même ou un groupe spécifique. Bonjour. Alors, bonjour. Je ne sais pas si on m'entend. Alors, mon nom est Marie-Carmen Michel. Je suis la présidente de l'Association socioculturelle de la communauté haïtienne de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. C'est une nouvelle association, donc on veut faire rayonner la culture haïtienne à Rivière-des-Prairies et à Pointe-aux-Trembles. Donc, ma question était pour vous, Madame Mailleux. Vous avez parlé de la place des femmes, en fait, pour la Ville de Montréal, qu'est-ce qu'elle peut faire pour se sentir en sécurité ou se sentir incluse. Quand on parle, parce que vous avez parlé beaucoup de pistes cyclables, parce qu'il faut penser, je ne sais pas dans vos réflexions si vous avez pensé pour diverses communautés, c'est difficile l'accès justement aux pistes cyclables parce que de un, le coût, pour certaines familles, c'est difficile d'avoir accès à un vélo, mais ces familles-là, quand même, ils aiment beaucoup faire la marche. Donc, c'est beaucoup accessible. Donc, avec l'aménagement, est-ce que vous avez pensé à un aménagement que ce soit plus accessible à ces femmes-là de pouvoir marcher parce que c'est plus accessible, c'est moins coûteux, et aussi de penser à la luminosité parce qu'on sait que en soirée, même s'il y a de la lumière, mais elles sont très tamisées. Donc, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de citoyennes qui m'ont dit ça aussi. Et moi, j'aime marcher aussi. Donc, parfois, on se sent moins en sécurité parce qu'il n'y a pas assez de lumière pour pouvoir marcher. Et puis, on sait que c'est bon pour la santé. Ça nous permet de se dégourdir, de se changer les idées après le travail ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que ça fait partie de vos réflexions de repenser à ça au niveau de la Ville de Montréal? Désolée. Donc, oui, merci pour la question. Je vais recommencer pour les gens en ligne. Donc, sur la partie sur la luminosité, ça fait donc en effet partie des principes d'aménagement sécuritaire à considérer et à avoir en tête quand on réfléchit à comment faire en sorte que la population, que les femmes se sentent en sécurité. Donc, il y a une réflexion à faire. C'est pas évidemment une solution magique, une pensée magique que de penser que la lumière va créer un sentiment de sécurité en soi, mais ça fait en effet partie des éléments qui sont incontournables, dont il faut quand même considérer et tenir compte en fonction des parcours de marche, en fonction des espaces qui vont être finalement occupés, en fait, qui vont être les espaces de marche et d'occupation du territoire que les femmes vont utiliser. Donc, je pense que cette connaissance-là des habitudes réelles des Montréalaises dans le quartier, donc aller à leur rencontre et savoir c'est quoi finalement les liens, comment elles occupent le territoire, comment elles se déplacent sur leur territoire, et donc en fonction de cette connaissance-là, qui parfois peut être informelle, qui peut ne pas correspondre aux artères principaux réels, mais qui sont la vraie occupation et les vrais déplacements de la population. Je pense qu'il y a toute la réflexion sur la luminosité. L'autre question sur la marche, oui, tout à fait. En fait, c'est vrai, j'ai donné l'exemple des pistes cyclables qui est une forme finalement d'occupation, de déplacement et de mobilité, mais complètement, je pense que pour réfléchir à la bonne division finalement territoriale qu'on peut avoir selon les types de mobilité qu'on souhaite utiliser, pour moi, la première étape serait justement d'aller voir, par exemple, l'Association des femmes haïtiennes de la communauté pour dire de quelle façon les femmes se déplacent
de quelle façon, culturellement, c'est quoi leurs habitudes, et en fonction de ça, je dis tout le temps, la population est la première experte de son vécu, de ses réalités, de ses besoins. Donc, si c'est la marche qui est quelque chose de très important, de très répandu au niveau de certains quartiers, mais pour moi, c'est incontournable de le considérer puis de faire en sorte que ça soit présent et important dans la façon dont sera divisé les différents types de mobilité. C'était un exemple, mais oui, tout à fait, vous avez raison. En fait, je trouve que c'est un très bel exemple d'angle mort que moi-même je peux avoir et de ramener à la réalité du quartier, c'est quoi l'occupation, le type de déplacement et de mobilité réelle que peuvent occuper certaines Montréalaises, et d'en tenir compte dans les choix qui seront faits après ça en termes pour les 10, 15, 20 prochaines années en termes d'aménagement du territoire. C'est un très bel exemple, je trouve. Merci. Merci. J'inviterai la prochaine personne s'il y a une question. Sinon, j'en ai plein dans ma liste. Mais je vais donner la parole à vous aujourd'hui. J'inviterai peut-être une autre personne qui ne s'est pas encore exprimée. Si par contre il n'y a personne d'autre, je vous redonnerai la parole. Oui, bonjour. Je vous invite à venir au micro qui est juste ici. Bonjour, Lynn Larouche. Merci beaucoup pour la présentation. Je trouvais intéressant... Pardon? Non, je faisais un signe à mon collègue pour qu'il puisse baisser le micro parce que c'est... Pardon. Merci. Donc, je trouvais intéressant... En fait, M. Février et Mme... Je ne me souviens plus de votre nom, je m'excuse. Mme Vaillancourt. Je trouvais que ça pouvait être un mix intéressant pour des lieux de culture ou même des lieux de... vous disiez pour pratiquer aussi. Et j'ai beaucoup apprécié aussi le fait que vous disiez que vous aviez mélangé aussi, vous aviez utilisé... Vous avez fait participer des étudiants qui ont fait réagir aussi la population plus grande et tout ça. En tout cas, je trouvais que c'était un projet que vous avez fait qui était vraiment bien. Et j'étais curieuse aussi de savoir, puisque vous parlez d'occupation, c'est pas permanent et tout ça, qu'est-ce que les groupes qui viennent participer au projet, puis tout ça, quand c'est implanté, tout ça, qu'est-ce qui arrive avec eux? Est-ce que ils savent que ce n'est pas permanent, mais quand même, c'est un pas en avant pour aller ailleurs, ou comment ça fonctionne? On ne prendra pas de chance. Mais excellente question. En fait, je ne l'ai pas précisé en début de présentation. Merci beaucoup. Dans le fond, le transitoire, ce n'est pas nécessairement du temporaire. Il y avait le code du projet 1 qui était présenté qui, exceptionnellement, était 24 mois, mais l'objectif, c'est d'occuper le bâtiment vacant. Donc, si les locataires ou les occupants ou le porteur de projet souhaitent, par exemple, acquérir le bâtiment, mais pas les moyens, bien, il y a plein de stratégies qui peuvent être proposées, comme une location sur 5 ans, 10 ans, avec possibilité de rachat en premier choix. S'il y a des gens qui veulent juste être locataires, bien, à ce moment-là, ça peut être un projet qui s'échelonne sur 5 ans. Puis ça va vraiment dépendre des projets, mais c'est sûr que l'objectif, par exemple, on a des projets dans les églises où là, c'est vraiment plus de la requalification architecturale. Bien, là, c'est sûr qu'on est dans le permanent. Là, mais ça dépend des projets. Merci beaucoup pour la question. Merci. J'aimerais peut-être inviter Stanley aussi à réagir. On a parlé dans les forums précédents du manque d'espace, notamment pour les artistes et les acteurs culturels à Montréal. On voit que le transitoire, c'est une avenue. Est-ce que vous avez peut-être d'autres obstacles que vous identifiez, vous, dans votre pratique au quotidien, en termes d'accès à des locaux? Ah, bien sûr, c'est l'enjeu sur l'île de Montréal. Il y a eu l'exode. Exemple, j'étais moi avant sur la rue Casgrain. J'ai dû abandonner mon atelier et aller de l'autre côté de l'île, à Longueuil. Là, actuellement, les artistes de Bellechasse ne sont plus là. Tout le monde est rendu beaucoup plus loin à Chabanel. Et après, je pense que ça va se rendre à Laval. Donc, la question qui se pose, face je crois qu'il y a la ville fait des actions concrètes, mais les actions sont en faveur des propriétaires, des groupes immobiliers. Exemple, je me souviens, avant de bouger sur Casgrain, il y avait une vieille école
qui était à côté sur la rue des Gaspés. On a plutôt investi 28 millions de dollars pour une location de 30 ans à un privé, plutôt de rénover la vieille école avec ce 28 millions et loger les artistes de manière permanente, vous voyez? Donc, on ne pense pas du long terme, je ne dirais pas du développement durable, mais c'est un point de vue économique simple. Donc, la ville ne donne pas pour rien. Dans mes calculs, c'est ce que j'ai pu comprendre. Du moment que le nouveau propriétaire a acheté l'immeuble, alors il l'a rénové, il a ajouté de nouveaux ascenseurs. Alors, la valeur de l'immeuble est devenue, je ne sais pas combien de fois plus. Et les artistes, qu'est-ce qu'il fait? Donc, les taxes municipales augmentent. Donc, le propriétaire, il envoie les taxes aux locataires. Donc, les artistes ne pouvaient même plus payer. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec des locaux qui étaient supposément en vue loués pour aider les artistes, mais c'est des PME qui sont là-dedans. Donc, c'est comment développer des structures permettant à des artistes, c'est ça mon point, de devenir, par des coopératives, mais des propriétaires. Ça veut dire de développer des espaces avec des lieux d'atelier et des résidences et que l'artiste en devienne propriétaire. Donc, on travaille à faire bouger l'économie. La contribution de l'art est immense. Exemple, le plateau n'est pas ce qu'il est s'il n'y a pas d'art. Le Myland ou partout ailleurs dans le monde, que ce soit New York, l'artiste vit toujours l'exode. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en moyen de devenir propriétaire, mais par contre, il développe une économie où ce que d'autres vont venir s'enrichir de la part du marché de l'art. Parce que c'est ce qu'on fait, on valorise plus, c'est des valeurs ajoutées, je dirais. Quand un artiste se met dans un territoire, c'est une valeur ajoutée. Donc, c'est l'obstacle majeur à la création. Oui. On vous voit, vous ne nous voyez pas dans la salle, mais on vous écoute encore une fois avec intérêt. Merci pour votre intervention. Je prendrai peut-être une toute dernière question. Oui, avant de prendre une pause. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Mon nom est Jean-Philippe Lambre, je travaille pour la CDC de la Pointe, c'est la table de quartier de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est. En fait, ma question s'adresse entre autres à M. Stanley, mais aussi à tout le monde, tous les panélistes présents aujourd'hui. J'aimerais savoir qu'est-ce que la ville peut faire en plus, selon vous, pour en fait repérer le talent dans la communauté, trouver ces artistes, leur donner une première occasion et ensuite les mettre en rapport, en relief avec que ce soit des organismes comme PME Montréal qui pourraient peut-être les aider dans leur projet entrepreneurial ou peut-être d'autres types d'organismes communautaires qui pourraient développer des projets dans la communauté, comme vous-même, vous avez fait, M. Stanley, à Longueuil. Donc, qu'est-ce que la ville peut faire en plus? On a parlé d'espace, mais déjà pour encourager les citoyens à faire valoir leurs talents, ensuite pour encourager ces nouveaux talents à devenir des artistes et peut-être avoir un certain revenu, et enfin pour être vus dans leur communauté en développant des projets avec les organismes locaux. Merci. Merci pour la question. Merci, désolé. Pour ma part, je crois que c'est de faire connaître les ressources existantes aux artistes. Qu'est-ce que la ville possède? Exemple, on a vu sur le plan les lieux vacants. Donc, si la ville possède des immeubles vacants, lance un appel de possibilités d'ateliers. Parce que demain matin, si vous offrez à un artiste un accompagnement entrepreneurial à devenir un entrepreneur et faire la gestion de son travail, c'est sûr vous allez avoir plein d'artistes qui vont répondre à l'appel. Deuxièmement, là où il y a un manque, je crois, c'est dans la capacité de reconnaître ou valider davantage le travail que l'artiste fait dans un territoire. Et c'est ce qu'on essaie, je fais le parallèle à Longueuil, on a développé un événement qui s'appelle Jeu, où c'est l'art qui devient le moteur d'activation sur le territoire. Donc, ce qu'on fait, on va chercher des citoyens, citoyennes éloignés du vieux Longueuil et leur donner une capacité à manifester et aller à la rencontre de l'art. Là, on a commencé à faire ça dans les maisons publiques, tranquillement, à inviter la population à ouvrir ces espaces. Donc, je pense qu'il faut faire des appels aux artistes, comme on fait un appel d'offres
aux entrepreneurs de faire des appels de propositions de projet. Vous avez un projet à réaliser. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'avez-vous besoin? Et là, l'artiste propose ses projets. Je pense que c'est une manière aussi de trouver les gens plus facilement. En complément, tout à fait d'accord. Je trouve ça super pertinent, là, les pistes que M. Février donne. Je dirais, la reconnaissance, certes, est super fondamentale, mais en termes partenarial, comment faire du démarchage et pour aller là où la Ville n'est peut-être jamais allée en termes de partenariat, comment simplifier les processus, par exemple, d'appel de projet ou d'appel de proposition pour que des gens qui sont peut-être moins habitués qui peuvent avoir peut-être besoin d'accompagnement dans la façon de remplir de la paperasse, etc. Donc, juste prévoir ou réfléchir des processus, puis peut-être que ça existe, là, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, en fait, je sais qu'il y a des choses qui se font, mais comment renforcer cette posture-là d'accompagnement de gens qui ont peut-être moins l'habitude de faire affaire avec de la paperasse, avec des appels de proposition et tout, pour pas que ça devienne un obstacle à leur participation et à du financement, mais qu'au contraire, lorsqu'on essaie d'ouvrir ces possibles-là, qu'il y ait aussi l'appui en termes d'accompagnement pour que ça puisse devenir possible. Je pense que ça va un peu dans le sens de ce que M. Février disait aussi. En deuxième complément, je pense que dans cette sphère-là, une bonne stratégie, ce serait peut-être d'être plus se retourner vers le terrain. Notamment, il y a plusieurs PME Montréal, il y a plusieurs pôles de PME Montréal, qui est un organisme d'accompagnement économique à la Ville de Montréal, qui est une parapublique, qui, certaines d'entre elles sont propriétaires, ont des fonds d'acquisition, en tout cas fonds de l'acquisition. Puis quand on est une parapublique ou un OBNL, on est plus agile que le grand système ville qui doit respecter le service des baux, le service juridique, etc., puis le système administratif. Puis sinon, je pense qu'il y a aussi, quand c'est des organismes terrain comme PME Montréal, mais peut-être la CDC, peut-être d'autres organismes sur votre territoire, vous avez vraiment une connaissance fine d'où sont les talents, où les gens dans votre organisation les connaissent. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être plus dans des canaux locaux là, qu'on retrouverait ces éléments-là. Puis du côté de la Ville, ce serait peut-être plus dans un soutien financier ou un programme ou un genre d'éléments comme ça pour simplifier le tout. Là. Merci. Je vous remercie. Alors, c'est ce qui met un terme à la portion conférence de ce forum. J'aimerais remercier les panélistes pour leur réflexion, leur partage. J'aimerais vous remercier pour vos questions. Et j'aimerais aussi vous rappeler que l'ensemble des vidéos et des présentations seront disponibles sur notre plateforme réflexion2050.ca. Alors, avant de prendre une courte pause d'une dizaine de minutes, j'aimerais vous expliquer comment vont se dérouler les ateliers qui se passent juste à côté. On vous en propose deux. Un sur la mobilité, où est-ce que vous pourrez identifier des enjeux et faire des propositions sur les différents modes de déplacement et sur les aménagements qui sont possibles. Et l'autre sur l'aménagement des milieux de vie. Et là, vous pourrez discuter notamment de solutions sur des thèmes variés, tels que le logement, les commerces, l'environnement ou l'équité sociale. Alors, vous n'aurez qu'à chercher les affiches sur les tables. Tout est indiqué, on sera juste là pour vous guider. Et aux personnes qui nous suivent en ligne, n'oubliez pas que vous avez jusqu'au 6 octobre pour vous inscrire à la période d'audition des opinions qui aura lieu le 11 octobre pour la première. Cependant, si vous voulez soumettre une opinion écrite, vous avez jusqu'au 31 octobre pour nous la faire parvenir. Toutes les informations se retrouvent sur notre site web réflexion2050.ca. Alors on se donne une petite période de 5-10 minutes, parce que le temps file, et puis je reprendrai les micros pour annoncer le début des activités. Il y a des cafés, il y a de quoi manger. Sentez-vous à l'aise.